puis, bon, continuer. Et puis, disais-je, donc une courte présentation, rien d'extravagant. Puis, en fait, j'ai 14 questions, mais on s'entend que des fois, on répond à 2, 3, que... Non, bref. Vous me direz si c'est trop long, vous me ferez signe. Non, c'est moi, dans le fond. Moi, dans le fond, une fois que je vous ai posé une question, libre à vous de prendre le plancher, comme on dit. Les questions sont là un peu pour relancer, mais comme je dis, des fois, c'est qu'en parlant plus longtemps, on dit, bon, ben là, il a déjà réglé telle affaire. C'est pour ça que je regarde ma feuille de temps en temps pour ne pas poser la même question 2 fois. Ça serait un peu... donc, attendez un peu que je regarde encore qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, il y a toujours des gens qui admettent tout. Bon, je vais admettre mes 30 personnes. Là. Ça va faire ça de régler. Je ne sais pas si on va prendre une chance. Est-ce que vous m'entendez, quelqu'un de l'assistance? On t'entend très bien, Alain. Merci, Stéphanie. Donc, on va commencer tranquillement, pas vite. Il y a toujours des gens éventuellement qui vont se joindre à nous. Là, c'est pas toujours évident de, comme je vous disais. En voici un autre. Alors, bonjour. Bienvenue d'abord à mon invité, Robert Comeau. C'est un grand plaisir de le recevoir. C'est un ex-professeur d'histoire au département de l'UQAM, mais il est toujours très actif dans le domaine. Il fait des colloques. Il a toujours été très actif dans tout ce qui est activité là, pour valoriser la profession historienne. Donc, il a été au département d'histoire de 1969 à 2006 et il a dirigé et co-dirigé au cours de toute sa carrière de nombreux ouvrages sur des thèmes comme la violence politique, le FLQ, le communisme, le fascisme et l'histoire évidemment de l'indépendantisme québécois. Plus particulièrement les écrits du felkiste Charles Gagnon, donc il sera éventuellement question dans le parcours qui va suivre. Sur Maurice Séguin aussi, donc vous allez peut-être apprendre son existence. C'est un des grands théoriciens de l'histoire du Québec. Ça a été pour M. Comeau une relation fructueuse, comme on dit, et Séguin était aussi un théoricien d'indépendance. M. Comeau, comme je disais tantôt, a fait de nombreuses activités. Il a été notamment directeur de la collection études québécoises chez VLB, qui comprend dorénavant, je crois, près de 100 titres, et il a fondé et dirigé le Bulletin d'histoire politique. Il est aussi animateur depuis quelques années, en fait depuis 2010, oui, à l'émission Nouveau regard sur notre histoire à la radio Ville-Marie qu'on peut syntoniser sur le MF. Et tel que mentionné, il vient de faire paraître Mon octobre 1970 chez VLB, en sous-titre « La crise et ses suites ». Et en collaboration avec son collègue et ami Louis Gilles, dans lequel il raconte pour la première fois son passé de felkiste. Alors, M. Comeau, encore une fois, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par une première question, histoire de mettre la table. Au cours des années, au cours de toutes ces années en tant qu'historien, vous avez souvent abordé le sujet de la crise d'octobre dans des colloques, dans des publications, en classe, j'imagine, avec vos étudiants lorsqu'il y avait matière à en parler, mais fait un peu inusité, vous n'aviez jamais rien écrit jusqu'à ce livre, donc sur votre propre participation au FLQ et aux événements d'octobre. On pourrait d'abord vous demander pourquoi vous avez pris tout ce temps. Ben, c'est simple. J'ai fait travailler beaucoup d'étudiants dans des maîtrises ou même des doctorats sur l'histoire du Québec contemporain et
évidemment, aussi sur la crise d'octobre. Par exemple, Manon Leroux a fait un mémoire de maîtrise sur ce qu'ont dit les acteurs pendant octobre. Il y a eu, et j'ai édité aussi beaucoup de travaux autour de la crise d'octobre. Mais effectivement, je n'avais pas jamais écrit sur ma participation précise et mon entrée dans le FLQ. Et disons que je voulais faire connaître cette période-là, mais plus comme analyste que comme témoin. Là, c'est plus comme témoin, comme acteur témoin, alors que j'essayais plutôt de faire un travail d'historien, de ramasser les matériaux pour que tous ceux qui connaissent ou qui connaissaient le sujet puissent en parler. Alors là, l'occasion était bonne après 50 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ont commencé à écrire avec toutes sortes de points de vue sur la crise d'octobre. Exemple, ce qui m'a choqué, c'est surtout Louis Hamelin qui a fait un ouvrage qui s'appelait Fabrication, après son roman, dans lequel ça se voulait un ouvrage sérieux, un essai scientifique et tout, mais c'était plein d'affirmations gratuites. Et ça m'a vraiment choqué, puisqu'il était question de moi là-dedans. Et je trouvais qu'il était dans les patates, comme on dit. Alors, je me suis dit, il faut que je donne ma version des faits, surtout que j'ai connu d'assez près Francis, qui était au moment de sa sortie, Francis Simard, quand il est sorti de prison, vers 81 ou 82, on est devenus amis jusqu'à sa mort. Fait que je me suis dit, je suis bien de le raconter, ce que j'en sais. C'est donc pas un travail sur l'ensemble de la crise d'octobre, mais c'est sur le bout que moi j'ai connu et surtout l'expérience que j'ai tirée de ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une stratégie policière dans le fait de maintenir le terrorisme, les actions violentes, et que ça servait d'une certaine façon le pouvoir. Et ça m'a pris du temps à comprendre ça, mais dans le livre, je pense que c'est assez clair, cette section-là. Alors, c'est ça qui explique qu'après 50 ans, j'ai comme décidé de plonger, d'autant plus que je me suis dit, avant de mourir, là, j'ai 75 ans, c'est peut-être mieux de dire ce que j'ai à dire, c'est l'occasion est bonne, et puis ça me permet de régler mes comptes aussi avec un certain nombre de points de vue. C'est pas contre des personnes, mais contre des points de vue complotistes en particulier, auxquels j'ai voulu apporter ma contribution pour critiquer ce point de vue-là. Savez-vous, la première fois que j'ai entendu parler de l'apparition de votre livre, on l'annonçait dans les journaux. Moi, ça fait un an là, que je cherche des trucs sur la crise d'octobre. Donc, on a annoncé ça, que vous étiez pour publier ce livre. Mais dans le même article, il y avait déjà matière à polémique, puisqu'il y avait une certaine Carole Deveau qui vous poursuivait sans même, enfin, à ma lecture à moi, je disais, mais comment... Elle disait que dans ce livre-là, je ne voyais pas comment elle pouvait vous poursuivre parce que le livre n'était pas sorti. Probablement qu'elle avait fait de l'espionnage chez les éditions, mais elle prétendait que ce livre-là la dérangeait. Et à ce moment-là, j'ai vu dans les journaux qu'elle s'y opposait. Je dis, bon, ben, ça va être un livre intéressant. Effectivement, comment ça s'est passé? Mon premier éditeur, c'était le MEAC. M. Filion avait accepté de publier le livre. Et un matin, au mois de novembre, il y a déjà 2 ans, je reçois une mise en demeure de Carole Deveau. Carole Deveau, c'était une espionne qui est rentrée en contact avec moi pendant la crise d'octobre et qui, je ne le savais pas, mais qui a commencé à travailler avec la police et qui est devenue indicatrice sous le nom de Poupette. Et moi, effectivement, dès le départ, j'ai eu des doutes sur elle, mais ça m'a pris du temps avant de la dénoncer publiquement. Mais je l'ai fait au mois d'avril 1971, quand j'ai vu qu'elle était dans un colloque où on enregistrait mes propos sans m'en parler et tout ça. Et là, j'ai demandé pour quel service de police elle travaillait. Donc, elle m'en veut beaucoup depuis longtemps, depuis 1971, et à chaque fois qu'elle intervient, c'est toujours pour dénoncer Robert Comeau. Vraiment, je suis dans sa mire, là. Elle l'a fait à l'émission de Paul, j'oublie son autre nom, Paul Arcand. Paul Arcand. Oui, mais elle m'attribue plein d'affaires, mais manifestement, je l'ai dénoncée, j'ai parlé d'elle pour la dénoncer. Donc, elle s'attendait, sans avoir lu le manuscrit, elle s'attendait que je donne ma version des faits. Parce qu'elle a publié un livre en 82 qui s'appelle « Toute ma vérité », qui est vraiment un tissu de mensonges. Et à l'époque, je n'avais pas senti le besoin de répondre. Je m'étais dit, bof, ça va s'oublier, mais j'ai vu qu'elle continuait, que ça continuait. Jusqu'à Paul Arcand, il y a quelques années, j'ai dit, ben là, ça suffit.
c'est ça un peu qui m'a déterminé à dire, bon, ben là, je vais dire ma version des faits qui ne correspond pas du tout à la sienne. Donc, elle pouvait bien s'imaginer que je ne dirais pas la même chose qu'elle. Alors, elle m'a donc fait une mise en demeure qui n'a pas donné de suite. Elle me proposait, pas elle me proposait, mais elle me disait qu'elle me poursuivrait de plus de 200 000 si je publiais le livre. Fait que finalement, ça a découragé le premier éditeur qui m'a dit, ben, je ne peux pas accepter un procès et tout ça. Alors, parfait. Et le soir même, j'ai eu un appel de M. Pellado qui m'offrait d'aller à sa maison, à une de ses maisons d'édition. J'ai accepté parce qu'avec une menace de procès, ça n'intéresse pas tellement les éditeurs. Alors, je me suis trouvé bien chanceux que VLB accepte de publier mon manuscrit. Et là, il y a eu effectivement des avocats qui ont étudié tout ça. Et puis, il n'y avait pas matière. Alors, parce que je ne me suis pas acharné contre elle. Elle pensait sans doute que j'y accorderais une place centrale, mais ça a été une indicatrice de police qui m'a surveillé pendant près de 2 ans, du 6 novembre 1970 jusqu'à... Elle, c'est jusqu'en avril 71. Puis après ça, elle a été remplacée par une autre personne, François Séguin, qui était un de mes anciens étudiants, qui travaillait lui aussi pour la police. Ça a été révélé pendant la commission d'enquête mise en place par le PQ sur l'infiltration policière dans le FLQ. Alors, j'ai donc eu 2 espions au moins, peut-être plus, j'en sais rien, mais 2 assurément. Bien évidemment, j'ai réussi à mettre la main sur le livre de Carole Deveau. On dirait que c'est une des seules qui n'a pas eu le guts de le republier et de le remettre à jour, parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on retrouve qui ressortent ces jours-ci. Louis Fournier a fait une 3e édition et tout ça. Et effectivement, quand je lis votre livre et je regarde le sien à côté, c'est comme un dit noir, l'autre dit blanc. Il y a vraiment des choses, là, si j'étais juge, je pense que je pencherais plus de votre bord en général parce qu'il y a vraiment des invraisemblances. Elle raconte ça, en fait, parce que déjà, pour un prof de philo, quelqu'un qui dit ma vérité, je dis attention, la vérité, il y en a une seule, elle appartient à tout le monde et c'est dans la délibération que les choses. Donc, oui, tu as ta version des faits, OK, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus. Par exemple, elle dit que c'est vous qui l'avez contacté pour rentrer dans le FLQ, alors que visiblement, vous racontez que, bon... Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus choqué. Elle laissait entendre que moi, je l'aurais recrutée alors que je ne la connaissais pas, sinon de nom, parce que je savais que c'était une amie de mon directeur de département. Donc, je savais qui était cette personne-là, mais il ne me serait jamais venu à l'idée de lui demander de faire partie du FLQ. Alors, son histoire tenait pas la route. Et quand elle dit que c'est Noël Vallerand, mon directeur, qui a dit « va voir Robert Comeau », Vallerand était totalement ignorant du fait que j'étais dans le FLQ. Alors, ça ne tenait pas la route, son histoire. Et je me souviens très bien que c'est elle qui m'a rencontré dans un bar, qui m'a dit d'aller chez eux, etc. Donc, sa version l'a laissé courir, mais là, il était temps que je donne la mienne, en tout cas. Et je pense que la mienne s'appuie sur des faits qui sont vérifiables. Ce n'est pas ma vérité, c'est ce qui s'est passé. Et je le raconte maintenant parce que pendant la commission Keb, je ne voulais pas commencer à discuter avec le commissaire Keb. Parce qu'à ce moment-là, j'étais militant dans une organisation et je trouvais que la commission qui devait étudier la police, elle étudiait plutôt les felkistes. Fait que je n'étais pas en confiance. Je me disais, ils disent que c'est une commission pour étudier l'infiltration de la police dans le FLQ. Mais de fait, on était 3 militants communistes à l'époque du groupe En Lutte, 2 dans Lutte et 1 de PCO. Et comme on était les 3 seuls impliqués là-dedans, on ne comprenait pas trop où voulait s'en aller et où s'en allait en fait la commission Keb avec ça. On apprendra pendant la commission que la commission, effectivement, savait qu'un des 3 militants, c'est-à-dire François Séguin, travaillait pour la police et était un de mes amis dans ce groupe politique-là, mais je ne le savais pas, je l'ai appris au moment de la commission Keb. Et ce que moi, je ne savais pas, c'est que ce même François Séguin collaborait avec le commissaire Keb à mon insu aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées en cours de route, mais pendant la commission, le mot d'ordre, c'était que tu es mieux de ne pas parler parce que tu commences à parler, à dénoncer d'autres personnes, ça va mal finir. Donc, tu es bien mieux de garder le silence. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait.
Et là, après 50 ans, j'ai décidé de donner ma version des faits. C'est sûr que si je l'avais donné plus tôt, peut-être que ça l'aurait permis d'empêcher les autres versions, à mon avis, qui sont sorties. Mais je me suis dit, c'est toujours bon de le faire maintenant. Alors, je l'ai fait. Ben non, c'est bon. C'est les 50 ans de la crise d'octobre. Si vous l'aviez fait, il y a 50, je ne l'aurais peut-être pas invité. J'y reviendrai tantôt sur la commission Québec parce que pour vous, là, ça a été assez intense, là, mais je ne veux pas brûler toutes nos cartouches. Allons-y. Revenons un peu à ce que je dirais, à la genèse un peu de votre carrière. On a parlé tantôt de Maurice Séguin. Donc, peut-être nous expliquer un peu, parce que les étudiants ne sont pas rendus à l'université encore. Donc, en histoire, la discipline, quand on enseigne l'histoire du Québec, j'ai comme remarqué ça, vous me corrigerez. Habituellement, à l'université, bon, c'est la science et on distingue la science des idéologies. Mais quand on enseigne l'histoire du Québec, c'est comme si les historiens étaient toujours parti pris, soit du fédéralisme ou du souverainiste, ou s'il y en a des neutres, même là, on s'aperçoit à un moment donné que ça ne tient pas à la route. Comment vous m'expliquez ça? Et vous, d'ailleurs, comment vous l'avez vécu? Parce que tantôt, on disait, oui, Louis Hamelin, c'est un romancier, il joue sur l'histoire, puis effectivement, les historiens le ramassent solide, alors que vous êtes d'une part un historien qui a mené quand même une carrière rigoureuse, et vous avez ce militantisme, d'abord dans le FLQ, et plus tard, on reparlera de cet autre volet dans la lutte, mais est-ce que il n'y a pas avez-vous vécu ça comme une tension, une contradiction, ou si la théorie s'est débouchée vers la pratique? D'abord, il faut dire que j'étais d'une famille nationaliste. Donc, au départ, j'avais un préjugé favorable au mouvement d'indépendance. J'ai adhéré au RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, très jeune. À 17 ans, j'étais militant au RIN. Donc, en même temps, je suivais des cours d'histoire et j'ai eu la chance d'avoir comme prof Noël Valran, qui était un disciple de Séguin, qui reprenait en gros l'enseignement de Maurice Séguin de l'Université de Montréal et qui nous l'expliquait. Séguin, ce n'est pas un idéologue, c'est un historien du Québec qui s'est spécialisé dans la période du régime anglais, 1760 à peu près jusqu'à l'Union ou la Confédération, et qui était très rigoureux. Et sa particularité à Séguin, c'est qu'il expliquait sa démarche. Il y avait même un cours qui s'appelait les normes, c'est-à-dire quelle est sa philosophie, quelle sont sa conception du fédéralisme. Sa conception, c'est quoi une nation? C'est quoi une nation aliénée? C'est quoi une nation annexée? C'est quoi la souveraineté? C'est quoi un pays indépendant? Toutes ces notions-là étaient étudiées d'une façon théorique dans un cours qui était un cours qui précédait le cours d'histoire du Canada. Donc, il nous définissait au fond ces normes. Pour lui, ses conceptions du nationalisme, du fédéralisme, etc., de sorte qu'on savait où il se logeait. Puis, il nous disait à l'université, puis c'était un peu le point de vue de Valran, c'est important de savoir où les historiens se logent parce que chaque historien a des points de vue, des valeurs, des conceptions de l'histoire et il faut savoir où on se loge. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Noël Valran et lui nous a, quand j'étais à ce moment-là au Collège Sainte-Marie, donc à l'époque du Collège classique, ça c'était avant les cégeps, donc on a eu beaucoup de cours d'histoire du Canada et j'étais tout à fait intéressé à savoir pourquoi le Québec n'était pas déjà un pays indépendant. Et un jour, j'ai même invité Pierre-Éliott Trudeau au restaurant avec mon prof d'histoire puis deux autres étudiants pour essayer on pensait de discuter avec Pierre-Éliott Trudeau, qui était à ce moment-là professeur de droit à l'UDM. Et j'avais dit à mon prof, on va essayer Mais finalement, Pierre-Éliott Trudeau nous a littéralement, comment dire ça, il a parlé pendant tout le dîner, on n'a pas pu placer un mot et j'étais fort déçu. Alors, en sortant de ce repas-là, j'ai dit à mon prof, moi, je pense que je vais aller étudier en histoire pour essayer de pouvoir convaincre d'autres personnes pour comprendre notre histoire du Québec. Moi, ce n'est pas le passé qui m'intéressait plus, c'était l'avenir. Comment on fait? Pourquoi on n'est pas un pays indépendant? Donc, et Séguin, c'était la personne tout à fait trouvée. Alors, quand j'ai fini mon cours classique en 1964, je suis allé à l'Université de Montréal. On faisait à ce moment-là une licence en lettres. Et la première chose que je lui ai dit en arrivant à l'université, j'ai dit, je voudrais faire une maîtrise avec vous, mais tu commences par tes 3 années, là. Et puis, mais je l'ai tellement talonné et puis discuté avec lui que finalement, ça ne faisait pas 1 an que j'étais à l'université que je savais déjà le mémoire que j'écrirais 4 ans plus tard. Donc, j'étais très motivé et par la question de l'indépendance, qui était quelque chose qui montait. Il n'y avait pas beaucoup de monde.
À l'époque, chez les étudiants, même au Collège Sainte-Marie, on était peut-être 4-5 à lire le journal L'Indépendance et on découvrait, au fond, l'histoire du mouvement indépendantiste québécois. Et Séguin était comme un professeur qui avait pris la succession du chanoine Groux en 1948. Il avait pris sa retraite, Groux. Puis Séguin avait pris la relève. Il avait fait un doctorat sur la question de l'agriculture au Québec. Pourquoi les Québécois se sont trouvés cultivateurs et non pas hommes d'affaires. Alors, toute l'explication de Séguin, ça part de la conquête, le refuge dans l'agriculture. Et quand ils sont sortis de l'agriculture, bien, ils se sont trouvés des ouvriers et non pas des capitalistes. Alors, tout ça était expliqué dans sa thèse de doctorat, Maurice Séguin. Donc, je me suis intéressé à Séguin très tôt. J'ai même publié ses premiers articles en 1969. J'étais dans la jeune vingtaine. Je découvrais un historien nouveau qui combattait, d'une certaine façon, par son militantisme, les thèses qui disaient que la conquête, c'était pas important, qu'on pouvait très bien être indépendant dans le cadre du régime fédéral. Mais lui était tellement rigoureux. Il y avait des... Et quand on comprenait son système, ses normes, comme on dit, ça a été publié, bien, si on adhérait à ses valeurs, on pouvait à ce moment-là échafauder une interprétation nouvelle de l'histoire du Québec. Mais c'était un historien qui a formé beaucoup de disciples, mais qui n'a pas beaucoup été sur les tribunes. Ce n'était pas un orateur, mais il formait des étudiants qui sont devenus professeurs, de sorte qu'il a formé beaucoup les gens des baby boomers de ma génération qui sont allés enseigner avec l'enseignement de Séguin, qui était très opposé de l'enseignement de l'Université Laval à l'époque avec les Fernand Ouellette, puis Trudel, puis Jean Hamelin. Ça, c'était l'École de Québec. Mais à l'époque, il y avait l'École de Montréal, les néo-nationalistes. Il y avait Michel Brunet, Guy Frégault et Maurice Séguin. Séguin, c'était le penseur. Frégault, c'était l'écrivain. Puis Brunet, c'est celui qui faisait des grands discours. Mais Brunet était plus un autonomiste, alors que Séguin était rigoureusement un séparatiste. Et il était membre du RIN. Il donnait des conférences au RIN. Il a même donné des conférences en 1962 à Radio-Canada, une série de 2 ou 3 conférences qui ont été présentées un dimanche soir très tard. Et c'est devenu une brochure, l'idée d'indépendance au Québec. Et Séguin a publié très tardivement, de sorte qu'il y a peu de gens du grand public qui connaissent Séguin, parce que ce n'est pas une image, ce n'est pas quelqu'un qui intervenait dans les tribunes, dans les journaux, tout ça. Et moi, j'ai essayé de le faire connaître par des livres, publié 2 colloques, des publications. Et surtout, on a fondé récemment, là, il y a quelques années, la Fondation Maurice Séguin, reliée avec la Saint-Jean-Baptiste. Ça a remplacé la Fondation du Prêt d'honneur et c'est une fondation qui commence là, tout maintenant. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 an ou 2. Et là, on va faire des publications pour faire connaître l'interprétation de Maurice Séguin, de l'Union, de la Confédération, son interprétation de la conquête, etc. Parce que ça a été vivement combattu par les fédéralistes et aussi par les autonomistes, c'est-à-dire ceux qui sont nationalistes, mais qui veulent pas, qui disent que ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'indépendance. Donc, on se retrouve nécessairement dans une position de combat ou de débat, si on est mieux, quand vient le temps d'aborder l'histoire. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à l'enseignement de l'histoire, comment on l'enseigne. Moi, je pense qu'il faut l'enseigner de façon la plus rigoureuse. Jamais sous-estimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Moi, je trouve que c'est important de connaître la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, la pensée des fédéralistes, pour être capable de voir exactement qu'est-ce qu'ils disent, puis répondre adéquatement dans le cadre d'un débat normal. Alors, de sorte que j'étais partisan qu'on débatte de ces questions-là, et je l'ai fait à plusieurs occasions, dans plusieurs colloques d'histoire, et j'étais même porte-parole de la Coalition pour l'histoire, qui a travaillé à refaire le programme de secondaire 3 et secondaire 4. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a pris 5, 6, presque 7 ans pour faire accepter l'idée qu'en secondaire 3, c'est la chronologie jusqu'à l'Union de 1840, puis en secondaire 4, c'est de 1840 à nos jours, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, on est intervenu dans le dossier de l'histoire parce que je pense que c'est important que les Québécois comprennent qu'est-ce qui s'est passé avant, s'ils veulent être capables d'intervenir intelligemment dans l'avenir. Excusez. Alors, c'est ça un peu l'histoire de Maurice Séguin. Donc, Séguin avait un disciple qui était
Noël Vallerand. Noël Vallerand est devenu plus tard sous-ministre dans le parti de René Lévesque, au Parti québécois. Il était sous-ministre des Affaires culturelles. Et toute cette histoire-là du FLQ l'a troublé passablement parce que Carole Deveau est allée dire que Vallerand était le chef du FLQ, ce qui était complètement faux. Alors, dans mon livre, j'essaie de réhabiliter ou de rendre hommage à Vallerand qui n'avait rien à voir dans le FLQ. C'est un pur mensonge de Carole Deveau. Et ça l'a entraîné. Il a été malade, crise cardiaque et tout ça. Il est mort très jeune, 49 ans, je pense. Et j'ai perdu un ami qui était proche, un prof aussi. C'est lui qui m'avait enseigné l'histoire, qui avait fait que j'ai été faire carrière à l'UQAM, puisqu'il était devenu le directeur du département d'histoire à l'UQAM. Alors donc, j'ai perdu un ami à cause de Carole Deveau à ce moment-là. En passant, oui, c'est ça. Dites-moi, j'apprends en regardant votre biographie que vous étiez professeur d'histoire à l'UQAM à 25 ans. Aujourd'hui, on commence à être chargé de cours à 42. Comment avez-vous réussi ce tour de force? Écoutez, j'ai commencé... Il faut dire qu'il y a des années, là, j'ai fait mon cours classique, j'ai sauté 1 an, puis bon. Mais j'ai commencé à enseigner à 22 ans, en fait, au Collège Sainte-Marie, en 67. Dès que j'ai eu terminé j'avais fait un bac, après ça, j'ai fait une licence de S-Lettres en histoire de 3 ans. Donc, avant même de faire la maîtrise, j'ai été engagé au Collège Sainte-Marie. Et là, au Collège Sainte-Marie, je me suis plongé dans l'histoire du Québec. Et c'était Vallerand, qui était le directeur du département au Collège Sainte-Marie, qui m'avait fait entrer là. Vous savez, il n'y en avait pas beaucoup des profs diplômés en 67. Et quand l'université a ouvert, quand le Collège Sainte-Marie a fermé en 68 et c'est devenu l'UQAM, eh bien, moi, je pensais bien d'aller enseigner au cégep. Je n'avais pas fini ma maîtrise. Ma maîtrise portait sur l'histoire d'un mouvement indépendantiste de 1936, un groupe de Québec qui s'appelait La Nation. Mais je n'avais pas fini. Noël Vallerand me dit qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, j'ai dit aller au cégep. Il dit non, tu t'en vas à l'université, tu feras ton diplôme l'année prochaine. On te donnera congé pour finir ta maîtrise. C'est ce qui est arrivé. J'ai enseigné en 69-70 à l'UQAM en histoire et ils m'ont donné congé à l'automne 70. Mais moi, je n'avais pas de perspective d'être prof à l'université. Disons que j'étais plus à ce moment-là pris dans l'action politique, le mouvement indépendantiste. Et j'ai plongé plutôt dans le FLQ à l'automne 70 avec la crise d'octobre. Et quand j'ai vu qu'à Noël, je n'étais pas emprisonné, mais tous mes amis étaient en prison ou en exil, là, j'ai dit, je vais finir ma maîtrise. Alors, j'ai fini rapidement ma maîtrise à l'hiver 71. Et c'est comme ça que si je finissais avant le 24 juin ou le 1er juillet, je devenais permanent à l'UQAM avec 4 ans d'enseignement et une maîtrise. Alors, c'était les conditions à l'époque. Donc, j'ai rempli les conditions. Ça a duré juste pendant 4 ans. Après ça, c'était le doctorat qui était l'obligation. Mais en tout cas, là, je vous raconte un peu cette histoire-là, mais je me suis quand même inscrit au doctorat à l'Université Laval, faire l'histoire du Parti communiste. Et évidemment, quand ils ont su, en 1979-80, il y a eu la commission Keb, quand ils ont su que j'avais été impliqué dans le FLQ, je ne l'avais pas dit à personne, mais là, c'était sorti, c'était public. Évidemment, on m'a mis dehors de l'Université Laval en disant que j'aurais probablement pas de carrière universitaire devant moi. Et on s'est même précipité pour publier ce que j'avais déjà fait comme début de thèse de doctorat. J'avais des chapitres. Alors, mes chapitres ont été pris par mon directeur qui les a publiés, évidemment en respectant mon nom, mais dans son livre « Idéologie au Canada français », c'était 2 chapitres sur le Parti communiste. Mon sujet, c'était l'histoire du Parti communiste. Et là, on m'a dit, je pense que tu ne peux pas continuer à l'Université Laval, tu as été communiste, tu as été terroriste, c'est inacceptable. Mais j'étais toujours prof à l'UQAM. Alors là, je suis allé m'inscrire à l'Université de Montréal. Et à l'Université de Montréal, ils m'ont fait la vie dure. Ils m'ont dit, on ne reconnaît pas tes années faites à l'Université Laval. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais aller étudier en sociologie. Alors, je me ramasse en socio, je fais ma scolarité. Et quand arrive le temps je voulais faire une thèse à ce moment-là, comparer la pensée de Maurice Séguin comme historien et la pensée de Stanley Ryerson
qui était un historien marxiste. Donc, je disais, pour l'analyse des classes, j'adhérais à l'analyse marxiste de Stanley Ryerson, qui avait publié beaucoup de livres dans les années 30 et qui était prof maintenant à l'UQAM. Et il y avait Maurice Séguin. Puis je disais, on peut faire un mélange des deux. C'est-à-dire que Séguin, c'est la question nationale, puis Ryerson, la question sociale. Et effectivement, là, j'ai fait ma scolarité en sociaux et finalement, on me demandait de me libérer entièrement, d'être à temps plein, ce que je ne pouvais pas faire parce que j'avais un emploi quand même à l'UQAM. Alors, j'ai renoncé à faire ça, à faire mon doctorat à temps plein. Et j'ai décidé de faire un livre. J'ai dit à mon directeur, mais écoutez, je vais publier un livre là-dessus, mais ça ne sera pas un doctorat. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'au Québec, publier un livre sur le Parti communiste, j'ai eu 3 éditeurs qui se sont défilés. Un premier qui a annulé le contrat, un deuxième qui a fait faillite, les éditions Nouvelle Optique. Le livre devait sortir, on attendait la sortie du livre pour le lancement. Et là, l'éditeur nous dit, ben, écoutez, l'imprimeur a saisi le livre parce que je n'ai pas payé. Alors, on était déçus. Et c'est finalement, je suis allé voir mon ami Langto, Jacques Langto, qui était chez VLB Éditeur. Et là, je lui ai dit, écoute, ça fait 2 éditeurs qui se défilent. Est-ce qu'on ne pourrait pas le publier dans une nouvelle collection qui s'appellerait Études québécoises? Eh bien, il dit, lance cette collection-là en 87. On était rendu en 87 et ça faisait depuis 74 que je travaillais sur l'histoire du Parti communiste. Des fois, il faut être un peu têtu. Hein? Alors là, j'ai dit, bon, d'accord. Et là, il me dit, ben, tu seras le directeur de la collection. Et je crois que c'est le 3e titre de la collection Études québécoises. Ça s'appelle Le droit de se taire, l'histoire des communistes de 1936 à 1956. Et pourquoi le titre Le droit de se taire? Parce que les seuls droits qu'on donnait aux communistes, c'est « parlez pas ». C'est-à-dire, ils n'avaient pas le droit, à l'époque, c'était la loi du cadenas, on n'avait pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de faire de discours. Donc, le droit de se taire, et ça référait un peu à la commission Keb, où on avait décidé de ne pas parler comme communiste. Alors, c'était un jeu de mots en même temps, mais je ne trouvais pas que c'était très bon comme titre, mais ça référait au fait que comme communiste, on ne parlait pas. On n'avait pas le droit de faire autre chose que de se taire. On existait, mais c'était tout. Alors, ça vient de là. Donc, ça fait que très tôt, je me suis retrouvé prof, effectivement, à 25 ans, à l'UQAM, et j'ai commencé à enseigner la théorie marxiste de 69 jusqu'au moment de la commission Keb, jusqu'en 79, où là, j'ai découvert que mon assistant, en fait, travaillait pour la police, me surveillait. Et là, j'ai appris en 1980 que de 1970 à 80, pendant toutes ces années-là, j'étais sous écoute électronique. Imaginez un peu, j'étais à la commission Keb et on me montrait toutes les boîtes. Là, ils ont dit ça, c'est toutes les écoutes électroniques. De l'autre côté, ça, c'est les filatures. Alors, donc, j'ai compris que du 6 novembre 70 jusqu'en 80, la police surveillait étroitement l'indépendantiste ou le communiste que j'avais été. Donc, j'ai compris qu'il y a parfois des théories qui ne font pas l'affaire du pouvoir et on nous avait à l'œil. On était un naïf parce qu'on ne soupçonnait pas qu'on était contrôlé comme ça par la police. Si vous voulez, je reviendrai un petit peu en arrière parce que je prends évidemment j'essaie de mettre en valeur des éléments de votre livre. Votre milieu familial, votre éveil à la politique, comment vous avez vécu ça? Moi, j'étais tout à fait en bon terme avec mon père. C'est mon père qui m'a emmené aux premières réunions du RIN, entendre Pierre Bourgault. J'ai appris plus tard qu'il avait été dans l'Ordre de Jacques-Cartier. L'Ordre de Jacques-Cartier, c'était une société secrète qui a été abolie en 1960 et c'était pour que les hauts fonctionnaires fédéraux s'entraident quand il y a des promotions. Ça avait commencé dans le bout d'Ottawa. En tout cas, il y a toute une longue histoire. L'Ordre de Jacques-Cartier, moi, je ne connaissais pas ça, mais quand il est mort, on m'a expliqué qu'il avait été un des membres de ça. Il était voyageur de commerce. Donc, c'est quelqu'un qui aimait rencontrer les gens, qui était très sociable, qui était beaucoup impliqué dans toutes sortes d'activités de la paroisse. Il travaillait à la Caisse populaire comme bénévole. Il a même été président des œuvres de charité. Là. C'était quelqu'un de très impliqué dans son milieu. Il était même marguillier un temps de la paroisse. C'est quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait aider les gens. Je dirais qu'il avait une qualité, il était généreux avec les gens et
toujours de bonne humeur. Alors, juste vous donner un exemple. À un moment donné, il y a eu un article dans le journal Le Devoir, un éditorial, qui dit « Si Cuomo ne parle pas à la commission, c'est qu'il est peut-être membre du KGB russe ou de la CIA. » Ah, mon père me fait venir, il me dit « Écoute, c'est-tu sérieux, ça? » J'ai dit « Non, je n'ai jamais travaillé ni avec les Russes, ni avec les Américains. J'ai juste aidé le FLQ. J'étais dans le FLQ. » Ah, ouais, bon, c'est correct. Donc là, j'ai eu l'impression que c'était moins dramatique. Donc, il n'appuyait pas ce que je faisais, c'est bien sûr. Il n'était pas violent du tout. C'était un type très... Mais en même temps, c'était un type un lecteur attentif des journaux qui m'incitait toujours à lire les journaux, à suivre l'actualité pour comprendre l'actualité. Il m'avait même dit, fais-toi des dossiers, découpe des articles de journaux, puis conserve ça, comme ça, tu vas te faire des dossiers pour connaître l'histoire. Donc, très tôt, il m'a incité à étudier l'histoire, à m'intéresser aux journaux, de sorte que, très jeune, je me souviens qu'à 15 ans, j'ai lu le rapport de Rame. Le rapport de Rame, c'était quand même assez coriace. C'était Valran qui nous avait dit, si vous voulez comprendre l'indépendance, commencez par lire le rapport de Rame. Mais lire ça à 15 ans, ça marque un peu. Puis là, après ça, on a toujours continué à réfléchir à la question nationale du Québec. Puis il faut dire qu'à l'époque, il se passait dans le monde plein de mouvements de libération, des mouvements de libération nationale. Il y en avait partout. Il n'y avait pas juste à l'Algérie ou Cuba, mais en Amérique du Sud, il y avait aussi des luttes de libération nationale, des luttes du peuple, que ce soit en Uruguay avec les Tupamaros, au Brésil. Il y avait dans beaucoup de ces pays-là des dictatures à l'époque et il y avait des mouvements nationaux. Donc, et en Europe, c'était pareil. Vous aviez les Corses, les Bretons, le mouvement des Basques. Il y avait plein de fronts de libération un peu partout pour permettre à toutes ces nations-là qui étaient sans État, donc que ce soit les Palestiniens, les Irlandais à l'époque aussi. Mais alors, on suivait tous ces mouvements-là. Le mouvement palestinien, je connaissais toutes les ramifications, le FDPLP, en fait, toutes les tendances. On suivait l'actualité internationale et c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, dire, par exemple, qu'on a rêvé à la Révolution, mon fils, moi, il rit de ça, il dit « Comment tu as pu croire à la Révolution en Amérique du Nord? » Bien, jusqu'en 1900, mon fils, il a 46 ans, il ne comprend pas ça. Il me dit « Ça se peut pas, tu étais complètement décroché. » Bien, je dis « On était pas mal nombreux à être décrochés. » J'ai dit « Tu sais, il y avait un livre qui s'appelait Pourquoi la Révolution au Québec? » de Léandre Bergeron. Bien, ça a été tiré à 100 000 exemplaires. Le petit livre du Québec, il avait fait une petite histoire du Québec en analyse marxiste un peu simpliste, mais c'était tiré à 100 000. Il y avait beaucoup de monde qui disait, à chaque fois qu'il parlait d'indépendance, il plaçait l'indépendance dans un contexte révolutionnaire. Hein? Aujourd'hui, on parle d'indépendance. Le PQ a eu pour effet de séparer les deux. L'indépendance, mais on va laisser faire pour le socialisme. On va se contenter des réformes sociales, mais pas de grande révolution socialiste. Mais au début, l'idée d'indépendance avec le RIM, c'était lié en même temps qu'indépendance, c'est l'idée d'une révolution socialiste. Alors, il faut croire que le FLQ, qui est né en 63 jusqu'en 70, les premiers textes du FLQ dans la cognée, ou plus tard, c'était des textes qui disaient l'indépendance, c'est révolutionnaire. Mais avec le PQ, ça a changé. Le PQ a coupé ça complètement. D'ailleurs, René Lévesque, il ne se disait pas ni séparatiste, ni indépendantiste. Il disait État associé. C'était l'indépendance associée. Donc, il a coupé un peu le côté révolutionnaire, puis il ne s'est pas, comment dire ça, il n'a pas, adopté les premiers indépendantistes comme d'Allemagne, Chaput, tous ces gens-là. Pour lui, c'était autre chose. Lui, il commençait en 68 avec le MSA. C'était le début d'un mouvement. Il n'a pas voulu se rattacher à ses premiers indépendantistes qui étaient souvent socialistes dans les premières années. Ouais, alors, moi, j'étais dans ce mouvement-là. J'allais au RIN, je lisais la revue Parti pris de 63 à 68. J'allais à toutes les manifestations de rue. Il y avait à l'époque au RIM des manifestations à toutes les semaines. Gordon, la place des Arts, il y avait toujours des raisons d'aller manifester dans la rue, faire des sit-ins pour être servi en français. Je me souviens, étudiant, on allait s'asseoir devant Murray
Murray's au Carré Philippe, puis on demandait des menus en français. On s'assoyait à terre, puis on s'assoyait au restaurant, puis on demandait des menus à l'heure du midi. Et évidemment, la police venait, tout ça, parce qu'on voulait faire changer les choses. Donc, on était mus par un changement, par l'idée qu'il faut changer radicalement la façon de vivre. Et c'est sûr que ça a bousculé plein de monde. Et puis mais je pense qu'on était convaincus à l'époque qu'on pouvait contribuer à faire l'histoire puis à accélérer les choses. J'en reviens sur votre père parce que là, vous venez de dire que dans le fond, il y a eu quand même une influence déterminante sur il y avait le devoir, etc. Dans le livre, vous parlez d'un événement tragique. Donc, votre père, à un moment donné, a été congédié et s'est aperçu que son fonds de pension ne serait pas ce qu'il aurait espéré. Est-ce que, dans le fond, vous le dites même que ça l'a accéléré votre engagement politique, mais je me suis dit que peut-être même que ça vous avait, peut-être inconsciemment, attiré plus encore vers la radicalisation, tellement vous étiez scandalisé par ça. Ben oui, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est arrivé au moment où je découvrais le marxisme. Donc, j'avais une connaissance théorique là, limitée, mais je connaissais un peu c'est quoi la lutte des classes, l'exploitation et tout ça. Puis devant mon père, que j'aimais beaucoup, que je respectais beaucoup, je voyais comment il avait été vraiment traité de façon dégueulasse par un patron qui, du jour au lendemain, un vendredi soir, lui dit de ne pas rentrer le lundi, que là, maintenant, on n'a plus besoin de ses services après plusieurs années. Je trouvais ça odieux. Puis mon père m'avait dit en fin de semaine, pour moi, il a fait une blague. Il était retourné le lundi, pensant que c'était une mauvaise blague. Puis là, il avait appris, non, c'est fini. Et on y avait interdit l'accès pour aller parler aux autres voyageurs de commerce, pour leur dire, le gros problème, il a demandé de régler ses papiers, la pension, et j'ai payé des contributions, mais l'employeur n'avait pas payé ses contributions. Donc, ça a été un problème légal. Il a fallu aller voir les avocats et tout ça. Mais j'avais trouvé ça tellement dégueulasse que si j'avais pu, j'aurais pu mettre une bombe dans son magasin. Tellement j'avais trouvé révoltant là, un capitaliste qui va presser le citron tant qu'il peut, puis à un moment donné, se débarrasse de son employé. J'avoue que c'était un exemple qui est arrivé tellement exactement au moment où je rencontrais des gens du FLQ, au moment où je découvrais le marxisme. J'avoue que ça a été sans doute beaucoup plus important que je l'ai cru à l'époque. Et d'ailleurs, mon père, je dois le dire, en lisant le rapport de la commission, le 8 mars 81, a fait une crise cardiaque et il est décédé. Alors évidemment, tout le monde m'a dit, c'est pas à cause de toi, là, c'est pas à cause, mais quand tout le monde te dit, c'est pas à cause de toi, ça m'a un peu traumatisé à ce moment-là pour quelques années. J'en ai eu pour quelques années à digérer tout ça. Donc, j'ai perdu un ami, j'ai perdu mon père, et c'est Carole Deveau qui pour moi, le symbolise un peu c'est contre cette personne-là, au fond, que je me suis dit, ça peut pas durer. Il va falloir que j'explique cette situation-là. J'ai trouvé ça tellement odieux, ce qu'elle a fait pendant des années, espionner, mais pour relancer sur ses propres bases un faux FLQ. Ça, j'en pourrais vous en parler tantôt, parce qu'il y a plein de gens honnêtes, des jeunes qui ont été pris dans ça à cause de cette stratégie de la police qui était de laisser circuler pour essayer de mettre la main, d'identifier tous les radicaux. Vous savez, je vais vous donner, je pense que c'est important de dire ça aux étudiants. En 1974, j'étais prof au département d'histoire. Ma collègue Céline Saint-Pierre, qui est toujours vivante, qui pourrait témoigner, m'appelle pour me dire qu'elle a un étudiant extraordinaire au module de sociologie de l'UQAM. C'est un jeune qui vient de prendre sa retraite. Il s'appelle Gilles Masse, il a 55 ans. Il vient de prendre sa retraite. Il était dans la police, me dit-elle, avant. Et là, il avait quitté la police, puis il voulait connaître le marxisme. Donc, il avait besoin de mon aide, puis de l'aide de Céline, pour qu'on fasse un programme marxiste à l'UQAM. Alors, moi, j'ai dit à Céline, oublie-moi, je ne veux pas rencontrer ce Gilles Masse, ça doit être encore un policier. Évidemment, on m'a dit, ben voyons donc, tu paranoïes, c'est un chic type, il y a un beau collet roulé, etc. Alors, effectivement, le programme a été mis sur pied avec Gilles Masse, et 2 ans plus tard, en 1976, j'apprenais
que Gilles Mars était retourné au service de police puis président du syndicat des policiers. Aujourd'hui, il est mort, mais il y a un livre qui raconte son passage là, au service de police de la ville de Montréal. C'est pour dire qu'il y a toutes sortes de stratégies et je trouve ça assez... Je pense qu'on ne soupçonnait pas comme jeunes à l'époque, puis je pense que les jeunes aujourd'hui, peut-être c'est la même chose, ils ne soupçonnaient pas l'ampleur de la surveillance policière. Tu sais, on est naïf, on pense que... Mais la police surveille beaucoup plus et elle est beaucoup plus équipée qu'on peut l'imaginer. Moi, quand je regarde l'ampleur de la surveillance, juste pendant la crise d'octobre, alors que je déposais des communiqués du FLQ, j'avais 14 autos de police en permanence qui me surveillaient. Ça, je l'ai appris en 80 dans une lettre du ministre. Alors, ce que je disais, c'est souvent la stratégie de la police de laisser faire, puis laisser courir, et puis attraper les gens plus tard. On a évoqué tantôt que vous aviez milité dans le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. On dit aussi, enfin, les historiens disent que c'est souvent au sein de ce mouvement que se sont retrouvés plusieurs des felkistes. Il y en a plusieurs, on a même la liste des noms. Donc, est-ce que vous n'avez pas, quand vous étiez dans les RIN, vous n'étiez pas en contact là, avec ces gens-là? C'est plus tard, c'est une autre question qu'on a. Oui. Mais... Moi, quand j'ai commencé à 17 ans, honnêtement, gauche, droite, là, je ne connaissais pas tous les détails idéologiques. Là, Sauf que vers 1963, il y a eu un parti socialiste qui s'est présenté à l'élection en 1966. Et comme le Parti socialiste au Québec, le PSQ, avec Michel Chartrand, ça a foiré complètement. Il y a un groupe de gauche avec André Ferretti, Gilles Bourque, le sociologue, et d'autres qui sont entrés au RIN. Et moi, à ce moment-là, je ne faisais pas partie de ce groupe-là, mais j'ai assisté aux réunions, mais j'étais trop jeune. J'ai commencé à 17 ans, j'avais peut-être 19 ans, je ne sais pas, là, 62. En tout cas, je n'étais pas impliqué dans les batailles idéologiques. J'ai compris à un moment donné qu'il y avait une bataille entre le groupe de Ferretti puis le chef du RIN, Bourgault. Mais je trouvais Bourgault plus radical. C'est pour dire, des fois, je trouvais Bourgault plus radical, mais en fait, le programme de Mme Ferretti était beaucoup plus à gauche. Bourgault était radical dans l'action, dans les mesures, mais il y avait un programme assez, je dirais, libéral, classique. Là. Il n'était pas socialiste, Bourgault. Mais André Ferretti l'était. Mais je n'ai pas compris à l'époque tous ces enjeux-là. Et c'est clair qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe-là des gens qui étaient un petit peu plus vieux que moi, mais qui étaient plus comment dire ça, qui avaient un programme plus articulé, qui était plus conscient du socialisme. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas trop tous ces enjeux-là. Je les ai compris vers 69. Et là, en 69, j'ai commencé vraiment à étudier le marxisme. On a ouvert un cours de méthodologie où j'ai découvert le marxisme en même temps que mes étudiants dans un cours de théorie marxiste obligatoire à l'UQAM en histoire. Il y avait un cours théorie 1, on étudiait ça. Et en même temps, j'enseignais ça au Cap-Saint-Jacques, le comité d'action politique du FRAP. Il y avait le Front d'action des politiques, là, des salariés de Montréal, qui était un parti municipal. Donc, je militais dans la section Saint-Jacques, le Cap-Saint-Jacques, comité d'action politique de Saint-Jacques, où on découvrait le marxisme et on lisait les classiques pour essayer de comprendre l'exploitation au Québec, comment ça marche, la lutte des classes et tout ça. On découvrait ça. Là. Nous, on n'a pas eu un parti communiste avant nous qui était très actif. Parce que le Parti communiste au Canada, ça s'est arrêté dans les années 56, 60. Le Parti communiste n'a pas eu une grande implication au Québec, après, de notre temps en tout cas. Dans les années 30, 40, oui, mais pas en 1960, 70. Le Parti communiste, c'était pro-Moscou, là. C'était un petit groupuscule pas intéressant pour nous. À l'époque, nous, ce qui nous intéressait dans le marxisme, c'était à l'époque Mao Tse-tung, la grande révolution prolétarienne chinoise. Avec Mao, c'est de 66 à sa mort jusqu'en 76. Donc, le genre de marxisme qu'on souhaitait à l'époque, on ne connaissait pas ce qui se passait en Chine, mais c'était l'idée de la révolution culturelle, c'est-à-dire
à l'intérieur même du Parti communiste chinois, de faire une révolution pour être différent de l'Union soviétique. Et on pensait que ce parti-là serait beaucoup différent de l'Union soviétique. Ça, c'est encore... plus tard, on va voir que ce n'était pas vrai, puis on va faire une... Mais à l'époque, Mao était très, très populaire. Même des grands journaux comme le Times mettaient en couverture Mao, qui était un peu le leader des pays du tiers-monde, leader des pays qui mènent des luttes de libération. Mao, c'est comme un peu à l'époque la mode de Che Guevara. Che Guevara était vu comme le grand leader des mouvements de libération en Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où l'impérialisme américain est très puissant. C'est la guerre du Vietnam. Puis au Québec, on recevait beaucoup de ces, on appelait ça des drop dodgers, mais des gens qui contestent l'obligation d'aller se battre, là, des anticonscriptionnistes, on peut dire. Et donc, on avait un point de vue d'opposition à la guerre au Vietnam. Et on était pour la libération du Vietnam avec le Viet Cong, avec GIAP. Moi, je me souviens d'avoir étudié GIAP. Si aujourd'hui, on me demandait c'est qui GIAP, je suis certain que les gens disaient c'était un des leaders militaires qui expliquait comment mener une lutte de guérilla. C'est comme, par exemple, Marighella, le manuel de la guérilla urbaine. On avait imprimé au Québec ce livre-là qui circulait un peu sur le manteau et on pensait que ça s'appliquerait au Québec. Notre grand rêve à l'époque, c'était d'avoir cru à la Révolution. Puis qu'on pensait que la Révolution, ça viendrait dans les prochaines années. Là, on voyait ça comme à moyen terme. C'est ça le grand drame, parce qu'on n'avait pas les conditions, on n'avait pas les mêmes conditions qu'en Amérique du Sud. Marighella, ça pouvait aller pour le Brésil. Il avait écrit ce texte-là pour la situation au Brésil, où il y avait une dictature militaire, mais au Québec, il n'y avait pas de dictature militaire. On était là-dessus. On ne faisait pas une bonne analyse de nos conditions concrètes au Québec. Ça m'amène à la question suivante. Vous étiez mûr pour l'action, donc comment, dans le fond, en êtes-vous venu à adhérer au FLQ? On n'adhère pas au FLQ avec une carte de membre. Là. Ça ne marche pas comme ça. C'est un de mes anciens étudiants qui est d'origine ouvrière, qui avait beaucoup apprécié mon cours, qui est venu me voir 2 ans après en me disant je suis dans le FLQ, tu veux-tu nous aider financièrement? Bon, j'ai dit, pour combien, c'est quoi? Alors, on a réglé ça. J'ai dit, viens demain, je vais penser à ça, puis demain, je vais t'avoir quelque chose. Et effectivement, ça a commencé avec de l'argent, prêter l'auto, puis des actions qui m'impliquaient assez peu. Donc, au début, je n'ai pas vu comment ça serait 50 ans plus tard. C'était vraiment une vision à très court terme. Je me disais, bon, je vais oublier ça dans 3 jours, mais plus ça allait, plus je me suis impliqué dans des actions, comment dire ça, j'en savais plus, je connaissais d'autres membres, etc. Donc, ça s'est fait progressivement. C'est difficile de dire comment. Je ne suis pas rentré... ma première rencontre avec l'étudiant, c'est à l'automne 69. Et c'est seulement au printemps 70 que vraiment je me suis plus impliqué dans le FLQ. Printemps 70, puis au moment de la crise d'octobre, octobre 70. Puis tout ça a fini en décembre 70. Voyez-vous, ce que je trouve étonnant, c'est que vous êtes un intellectuel, vous travaillez sur les idées de la gauche, et dans le fond, vous êtes plus un militant de la base, en tout cas, comme vous dites, vous faites un peu les conditions, donc vous n'êtes pas en osmose avec ces grands penseurs, théoriciens comme Pierre Vallière ou d'autres qui eux, entraînaient peut-être d'autres personnes de par leur leadership. Vous étiez vraiment là de tous les emplois, si je peux dire. Eux étaient plus vieux que moi, c'est une génération plus vieille. Puis même des gens comme Jean-Marc Piot, qui était un grand bonze marxiste, qui avait écrit sur Lénine, puis tout ça, pour moi, je n'avais pas cette connaissance-là. J'ai même assisté au cours à l'UNCAM avec ses étudiants. Moi, je suis allé suivre le cours un cours sur Hegel, un cours sur Lénine, un cours sur, le penseur italien, là. Gramsci avait fait un livre sur Gramsci. Alors pour moi, des gens comme Piot avaient été étudiants en Europe. Moi, je n'ai jamais été étudiant en Europe. Ils connaissaient le marxisme beaucoup mieux que moi. Donc, je fréquentais des profs à l'UQAM qui m'en apprenaient beaucoup en théorie marxiste, d'une part. Ryerson, dans mon département, avait été un vieux communiste de 1936. Alors, souvent,
quand j'y ai dit que je voulais travailler sur l'histoire du Parti communiste dans les années 30, 40, jusqu'au 20e congrès, en 56, quand là, les Juifs ont été mis dehors, puis bon, le rapport Khrouchtchev, disons en gros 36-56. Et lui, je parlais beaucoup avec lui. Il m'expliquait toutes les raisons pourquoi il avait quitté le Parti communiste. Et lui était devenu péquiste. Ça, je ne comprenais pas. Au moment où moi, je découvrais le Parti communiste, lui, il était rendu au PQ. Puis il me disait, il trouvait qu'on était gauchiste à notre façon. Mais j'ai dit, dans les années 30, c'est ce que vous avez fait, M. Ryerson. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Et mon rêve, c'est de faire un grand livre sur l'histoire du Parti communiste. Puis finalement, c'est Bernard Dionne, prof de cégep, qui m'a aidé à le finir en groupe. On a fait, ça n'a pas été une thèse de doctorat, mais ça a été un livre qui a été publié en 87, là, comme je disais tantôt. Donc, il y avait un intérêt pour l'histoire du mouvement ouvrier. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire des premiers socialistes au Québec. Par exemple, à l'UQAM, avec Ryerson, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a formé un groupe qui s'appelait le MOP, Mouvement ouvrier politique. Et avec lui, j'ai dit, on va essayer d'aller dans les journaux, retrouver tous les premiers textes de socialistes au Québec. Ça n'avait jamais été fait. De sorte qu'avec un groupe d'une quinzaine d'étudiants, on a fait un livre qui s'appelle L'Action politique ouvrière. C'était tous les textes des journaux socialistes au Canada et particulièrement à Montréal, comment les socialistes se sont opposés à la Première Guerre mondiale, contre la participation à la guerre. Donc, ce livre-là, c'était un peu mes intérêts à l'époque d'étudier non pas seulement l'action syndicale, mais l'action politique ouvrière. Et ça a été publié. Puis après ça, je me suis intéressé au Parti communiste, qui était dans le prolongement de ça, comment le Parti communiste a été fondé après. Là. Et tout ça s'enchaîne. Donc, mon intérêt pour l'histoire, mon intérêt pour la théorie marxiste, mon intérêt pour les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud ou en Europe, ou les mouvements de libération nationale, et si bien que, après le FLQ, quand j'ai adhéré au groupe En lutte, on m'a dit, veux-tu t'occuper des recherches en histoire sur le mouvement communiste? Fait que j'ai continué à l'intérieur du groupe communiste En lutte à écrire des articles sur l'histoire de ce qu'était le Parti communiste pro-soviétique avant. Et je me suis toujours intéressé à l'histoire des grandes grèves au Canada, etc. Donc, un intérêt pour le mouvement ouvrier, un intérêt pour le Parti communiste, puis en même temps, j'étais professeur de théorie marxiste de 70 à 80. J'ai arrêté ça en 80 quand j'ai vu là, que j'avais des espions autour de moi. Là, j'ai dit, bon, je vais changer de rayon, on va faire autre chose. Et là, j'ai fondé plus une association d'histoire politique. Et plus largement, on a formé une revue, le Bulletin d'histoire politique, qui aujourd'hui en est à sa 27e année. Donc, il y a une continuité. Puis le FLQ, là-dedans, ça a été peut-être un an là, dans ma vie où j'ai quand même quand j'étais à l'intérieur du FLQ, je me souviens d'avoir écrit le manifeste, le deuxième, il y a eu 3 manifestes, mais le deuxième, celui de juin 70, qui a été publié dans Québec Presse, on disait, j'écrivais, le jour où il y aura un vrai parti des travailleurs, un parti de la classe ouvrière, un parti communiste, au fond, il n'y aura plus de terrorisme. Le terrorisme, c'est pour essayer d'en arriver à créer les conditions pour créer un parti. Mais on se fourvoyait complètement parce que ce n'est pas de la bonne façon de créer un parti. On pensait que c'était une façon de faire accélérer l'histoire, mais je pense que ça ne m'a pas pris du temps, mais j'ai compris que ce n'est pas la façon en se prenant pour un avant-garde éclairé là, ou en faisant des actions de substitution au lieu des travailleurs. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, j'ai vu les limites, très rapidement, j'ai vu les limites du terrorisme. Et pour moi, quand il y a eu la mort de Laporte, moi, c'était fini. Pour moi, il fallait passer à autre chose. Et le leader qui m'a le plus influencé à ce moment-là, a été Charles Gagnon. Charles Gagnon est sorti de prison en janvier 1971 et je l'ai toujours suivi. Et lui, il disait, le FLQ, c'est pas mettre des bombes. Le FLQ, c'est de sensibiliser la classe ouvrière pour qu'il y ait un parti ouvrier de la classe ouvrière. Parce que les partis qu'on a, un est centre-gauche, l'autre est centre-droite, tandis qu'un parti communiste veut changer le système capitaliste. Donc, c'est autre chose. Et c'est avec Charles Gagnon qui a fait des textes assez importants. Il y avait la revue Révolution québécoise qui contestait parti pris. Et
Donc, il y a toutes sortes de choses là, qu'on pourrait... Il a fondé le Partisan du Québec libre. Au début, Charles Gagnon était indépendantiste et révolutionnaire en même temps. C'était une indépendance au Québec. Et c'est seulement plus tard, en 1974, que là, le groupe En lutte va dire qu'il faut se battre plutôt contre l'État canadien en faisant l'unité avec tous les travailleurs du Canada. Ça, c'est venu sous la pression des autres groupes maoïstes au Québec. Mais au départ, Charles Gagnon était plus un indépendantiste révolutionnaire au Québec. Et quand il est mort, il m'a demandé de publier tous ses livres. Fait qu'on a publié en 3 tomes ses écrits. En tout cas, c'est une autre histoire, ça. Je vois que je vais dans toutes sortes de directions. Là. Vous me laissez trop parler. Je vous ramène, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont curieux de savoir, là, puis là, peut-être on marche un peu sur des œufs. Qu'est-ce que vous avez fait au juste dans la cellule du FLQ? Vous avez écrit des textes, donc est-ce qu'on peut être plus précis là-dessus? Ou s'il y a encore des choses qui sont dans le livre, vous parlez de potentiel, qu'il y a toujours une épée, donc la justice pourrait toujours reprendre des... Il n'y a pas de prescription au Québec, contrairement à la France. C'est sûr que s'il y avait une amnistie, nous, on demandait qu'il y ait une amnistie. Si vous voulez qu'on parle, déclarer que ça va être l'amnistie, puis tout le monde va parler. Mais là, personne n'a intérêt à raconter des trucs parce qu'effectivement, on ne sait pas... Là, ça peut toujours aller en justice. Mais en gros, ça a été plus dans le FLQ, je dirais, faire des communiqués après des actions. Donc, il y avait des actions qui étaient mettre une bombe quelque part, tout ça. Mais on me demandait, moi, d'écrire les communiqués. J'ai écrit les communiqués. J'ai écrit le manifeste de juin 70. J'ai écrit des... J'ai plus été... et en octobre, précisément, j'ai fait 4 communiqués que j'explique dans mon livre. Les étudiants sont venus me voir, c'était mes étudiants, puis ils étaient coincés. Les autres pensaient que les prisonniers politiques seraient libérés au bout d'une semaine. Là. Ils ne pensaient pas que ça pouvait durer 4 mois. C'est sûr que là, il n'y avait pas les ressources. Trouver des logements, payer pour des logements, trouver des lieux, tout ça. Alors, comment dire ça? Parce que le but de la crise d'octobre, c'était de libérer les 23 qui étaient en prison, les 23 prisonniers politiques qui avaient été pris dans des réseaux. Il y a eu une dizaine de réseaux entre 63 et 70. Donc, il y en a beaucoup là, qui étaient encore en prison. Et c'était le but, c'est de les faire sortir, puis de prendre les méthodes qu'il y avait au Brésil ou chez les Tupamaros. C'est-à-dire, tu enlèves un ministre ou une personne influente, puis en échange, ben, tu libères les prisonniers. Ça marchait au Brésil. Moi, je me souviens d'avoir vu aux nouvelles à Radio-Canada, il expliquait qu'il y avait eu un grand nombre de prisonniers libérés parce que le président avait accepté d'échanger ça. Bon. Mais au Québec, on ne pouvait pas imaginer que Trudeau non seulement dirait non, mais enverrait l'armée pour un petit groupe qu'on était. C'était comme... C'est quelque chose qui n'avait pas été pensé. On n'y avait même pas pensé. T'sais, on sous-estimait les moyens de répression, on sous-estimait... on pensait, nous, que dans quelques semaines, ça va être réglé. Là. Et ça a pris d'octobre jusqu'au 25 décembre pour finir. Alors, comment dire ça? C'est une aventure dans laquelle ceux qui ont commencé ça ne savaient pas que ça finirait comme ça a fini. La mort de Laporte, ça n'a jamais été souhaité ni pensé. C'est vraiment un accident et ça ne faisait pas l'affaire des felkistes du tout que ça aboutisse là. C'est vraiment parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans tout ça, ça a été vu là, pendant le mois d'octobre, mais on présente toujours les felkistes comme s'ils voulaient la mort de... C'était pas ça du tout qui était souhaité dans la crise d'octobre. Enfin, peut-être revenir. Votre question déjà, c'était... Vous avez répondu à la première partie. Donc c'était faire des communiqués sur... Vous avez fait des communiqués, mais j'ai quand même lu dans le livre et ailleurs que vous avez quand même fait des livraisons de dynamite, au moins une là, que vous avez... Mais tout ça est dans le rapport de la commission CAB. 25 caisses de dynamite, assez, semble-t-il, pour faire sauter la moitié de la ville de Montréal. C'est pas rien, ça. N'exagérez pas, là. Vous m'en donnez trop de pouvoir, là. Non. C'est vrai qu'une fois, j'ai accompagné des gens sur... À l'époque, la dynamite, c'était très facile parce qu'il y avait beaucoup de chantiers et ils laissaient souvent traîner la dynamite dans une petite cabane pas barrée et tout ça. Mais très rapidement,
je me souviens que le ministre a passé des mesures pour rendre ça beaucoup plus difficile d'accès. Mais jusqu'à la crise d'octobre, c'était relativement... c'était pas si compliqué que ça. Bon, effectivement, tout ça est relaté. Et c'est ça que j'explique dans mon livre. Comment se fait-il que je n'ai pas été arrêté? Comprenez-vous? Ça, c'était ma première question. Je me disais, c'est pas normal. Et effectivement, j'aurais dû comprendre. Je vais vous donner les 3 explications de ça. Pendant la crise d'octobre, Julien Giguère, le chef de l'escouade antiterroriste, il devait se dire, il va probablement un jour se rendre là où est Cross ou Laporte. Mais moi, j'avais dit aux gens, dites-moi-les pas. Je ne veux pas le savoir. Comme ça, si je suis arrêté, vous n'aurez pas de... J'aurais rien à dire. Donc, jusqu'à Noël, donc, je n'ai pas été arrêté et j'étais suivi, par contre, en permanence. Ça, je le voyais. Il y avait toujours des autos qui me surveillaient. À partir du mois de janvier, je me suis dit, mais là, pourquoi ils ne m'arrêtent pas? C'était un peu ma préoccupation. Ils m'ont vu déposer des communiqués, tout ça. Mais là, la stratégie de la police, c'était de laisser circuler, me laisser aller. Et Carole Deveau venait me voir à 13 reprises pour me demander de la dynamite, pour me demander du papier officiel, en disant, je vais relancer une cellule. Elle a lancé comme ça 13 fois des cellules, des fausses cellules. Alors, c'était des personnes correctes qu'elle recrutait, mais tout ça était sous le contrôle de la police. Alors, en 71, 72, toutes les fausses cellules. Et moi, j'avais tellement de doutes là-dessus, je trouvais ça tellement fou qu'un jour, j'ai dit, j'avais ma stratégie à moi, j'ai dit, le chef fait dire d'arrêter de créer des cellules de police, des cellules du FLQ. Je n'ai pas dit des cellules de police, mais c'est ce que je pensais. Alors, là, ça a donné l'idée à Julien Giguère puis à Carole Deveau. Ils ont dit, donc Como, il suit des ordres d'un chef. Chez qui j'allais? J'allais chez Noël Vallerand à l'époque, parce que je travaillais pour lui, pour son manuel scolaire. J'étais son correcteur. C'était un prof de l'université. Puis en plus, je travaillais pour des émissions de recherche à Radio-Canada, l'émission disons, je faisais du travail académique pour lui. C'était un ami. Donc, ils ont pensé que Noël Vallerand, que je rencontrais souvent pour des raisons professionnelles, était le chef du FLQ. Donc, c'est complètement loufoque. Et moi, je n'ai jamais pensé en disant il y a un chef qui fait dire d'arrêter. Je voulais seulement que Carole Deveau arrête de créer des fausses des cellules. Et finalement, à la commission Keb, en 79-80, là, j'ai appris que pour eux autres, le chef, c'était Noël Vallerand. C'était complètement erroné. Je n'ai jamais parlé du FLQ à Noël Vallerand, qui était mon directeur de département et qui n'était pas au courant de ça du tout. Il a même témoigné en disant j'avais aucune idée. Puis il a même dit je pense que Robert Como n'a pas du tout les capacités d'être un chef du FLQ. Bon, alors, sauf qu'il a perdu son emploi de sous-ministre adjoint. Il était malade, tout ça. Tout ça à cause de cette phrase-là où j'avais dit qu'il y avait un chef qui disait d'arrêter. J'avais inventé un chef parce qu'il n'y en avait pas de chef dans le FLQ. C'était très fractionné, c'était des petits groupes. C'était pas structuré du tout comme on pouvait l'imaginer ou comme je l'avais imaginé. J'explique dans mon livre comment, au début, j'ai été déçu de voir que c'était vraiment pas organisé. C'était broche à foin, comme on dit. Toujours, je ne vais pas tourner le fer d'emblée, mais encore une fois, quand on lit le livre de Carole Deveau, est extraordinaire. Elle dit que Robert Como, il s'est vanté quand il était plus jeune d'avoir placé des bombes. Donc, d'après moi, ça ne peut pas être vrai puisque vous commencez l'action à l'université. Donc, vous n'avez pas trempé dans des trucs avant ça. C'est comme pas logique de penser ça. Elle avait beaucoup Elle dit toutes sortes d'affaires. Entre autres, elle dit que je lisais des Lucky Luke. Je n'ai jamais lu de bande dessinée Lucky Luke de ma vie. Alors, ça m'a fait rire parce qu'elle a inventé toutes sortes d'affaires. Par exemple, quand on voit le film de Paul Arcand, elle va dans sa maison et elle dit là, Robert Como est venu ici faire une bombe dans ma salle de bain. Je n'ai jamais fait de bombe dans sa salle de bain. Mais tu sais, ça n'arrêtait pas. Là. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est qu'elle est peut-être mélangée, puis pour m'associer à toutes ces activités-là de l'année 71, 72, elle est allée dire, ça je l'ai découvert seulement par la suite, elle écrivait à la police, à chaque fois qu'elle créait une nouvelle cellule, que c'était à ma demande, que c'est moi qui lui donnais le mandat. Puis comme moi, en 79, j'ai dit que je ne parlais pas à la commission, je ne me suis pas soucié de corriger ça.
C'est seulement après, j'ai été voir dans tous les rapports de la commission et elle me mettait sur mon, comment dire ça, sur mon dos, alors que j'essaye de bien montrer dans le livre qu'à partir du 30 décembre 70, non, plutôt le 30 janvier 71, c'était le dernier moment où j'ai mis en contact Carole Deveau avec François Séguin. Et c'était parce que Séguin voulait absolument rencontrer Carole Deveau. Moi, j'avais mis Séguin en garde. J'ai dit, cette fille-là, elle travaille pour la police, puis je pourrais vous expliquer d'où venaient mes doutes. Mais les deux voulaient se rencontrer. Moi, j'avais tout fait pour isoler, pour pas que Carole Deveau rencontre d'autres membres du FLQ, parce que j'avais trouvé que ça avait été une erreur de ma part d'y avoir fait confiance. Mais les autres membres du FLQ voulaient au contraire entrer en contact avec elle en disant qu'elle était très militante, très déterminée, etc. Il faut dire qu'elle était militante du PQ à l'époque et c'était la maîtresse de Jacques Parizeau. Alors ça impressionnait beaucoup parce qu'elle, sa méthode de travail, c'était l'espionnage, mais en se faisant l'ami intime des victimes. Alors, j'ai connu comment dire ça, sa stratégie, mais elle était comme ça avec plein de monde. Hein. Mais, comment dire, j'ai pas pu convaincre certains militants du FLQ de se méfier d'elle. On me disait que j'étais paranoïaque. J'ai même eu, à l'époque, j'ai eu droit à une visite, c'est incroyable, j'ai eu une visite de 2 membres du Parti québécois d'Onsic qui sont venus me dire d'arrêter de dire du mal de Carole Deveau, que c'était une brave militante, honnête, amie de M. Parizeau, etc. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais arrêter, j'en parlerai plus, mais j'essayais de mettre le monde en garde contre cette fille-là. Et cette fille-là a continué après ça dans la police, dans les autres escouades. Elle est passée de l'escouade antiterroriste, l'escouade anti-gang, l'histoire des crimes économiques, toujours en travaillant de la même façon. Je ne vais pas vous faire de dessin, là, mais... Puis, encore une fois, ce qui est extraordinaire dans son livre, ben, tout est extraordinaire, en fait, là, mais quand on découvre ça, puis qu'on compare les versions, mais elle se présente comme une victime. Elle ne comprend pas, après coup, que elle a trahi, elle a espionné et elle ne comprend pas que les gens lui en veulent ou ne veulent pas lui parler. C'est vraiment étrange. On parlait de Lucky Luke. Il y a vraiment un côté, je dirais, Kundera. On pourrait faire un roman et si on ne pleure pas, on va rire parce que c'est une farce. Elle, quand elle était jeune, son modèle, c'était Mata Hari. Pour les gens qui nous écoutent, là, Mata Hari, c'était une espionne en Europe, une très belle femme et qui utilisait ses charmes pour le compte de l'Allemagne. Et l'histoire de Mata Hari, évidemment, a très mal fini. Elle a été exécutée par le peloton d'exécution. Donc, Madame Deveau emprunte son modèle de Mata Hari et elle est toute déçue ou contrite que finalement sa vie est un fiasco. Ce qui est le plus terrible, c'est que le Parti québécois, quand a voulu faire enquête sur l'infiltration de la police de Montréal puis du fédéral dans le FLQ, ils se sont appuyés sur Carole Deveau. Ils sont allés la chercher en pensant qu'elle dirait toute la vérité sur qu'est-ce qu'elle avait fait avec la police de Montréal. Mais malheureusement, Carole Deveau a menti au PQ. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle dirait la vérité, mais finalement, elle a toujours été fidèle à son ami, le chef de l'escouade antiterroriste. Donc, elle a fait double jeu, même vis-à-vis le PQ, si bien que le PQ ne lui a pas donné l'argent qu'il avait annoncé. Il avait promis de donner 50 000 $ si elle dénonçait, mais finalement, le ministre de la Justice du Parti québécois a refusé de la payer. Et elle explique dans son livre quelle injustice. Mais eux autres, ils pensaient au Parti québécois qu'elle travaillerait à dénoncer les mauvais coups de la police de Montréal, mais elle a fait toujours double jeu, même avec les membres du Parti québécois. Si bien que le Parti québécois l'a laissé aller. Elle a écrit un livre contre le Parti québécois. Mais elle a toujours, j'en ai l'intime conviction qu'elle a toujours continué à travailler pour le service de police. Mais à chaque fois, dans les journaux, on disait, il y avait des reportages, Carole Deveau aujourd'hui est déprimée parce qu'elle a été abandonnée de ses amis, etc. Tout ça, c'est de la frime. Mais je ne peux pas le raconter, ça, parce que je n'ai pas de preuves écrites. J'aurais pu l'écrire, mais là, dans mon livre, il y a des choses que je n'ai pas pu écrire parce que ça prend des preuves. On ne peut pas affirmer des choses. Mais j'ai, d'après moi, là, une conviction assez solide qu'elle a continué dans l'escouade après ça, l'escouade
anti-gang, puis après ça, l'escouade. Parce que les gens m'ont appelé. J'ai souvent eu des téléphones de gens qui me demandaient est-ce que c'est bien Carole Deveau? Est-ce que ça peut être Carole Deveau qui a fait telle chose? Donc, j'ai toujours entendu parler d'elle par la suite. Alors, disons que ça, c'est un bout que je ne veux pas raconter. Là. Je ne veux pas avoir des soucis inutiles avec Carole Deveau. Il y a quelque chose que toujours dans son livre, comme elle a connu évidemment tout ce monde-là, les jeunes, elle raconte, puis vous êtes un peu, je pense, vous pourriez corroborer un peu, il y a le côté, on imagine toujours les felkistes comme des théoriciens, des gens très organisés, structurés, alors qu'elle dit, ben, c'était tous des jeunes personnes. C'était des étudiants, des chômeurs, des gens qui commençaient. Et elle dit qu'il y avait une espèce de côté festif. Les gens ne parlaient pas tant que ça de théorie. Donc, on se réunissait dans des cafés et c'est là qu'on pense à toutes ces figures. Donc, vous parliez de Lucky Luke. Donc, là, vous dites non, moi, mais elle, je pense qu'elle mélange un peu des affaires. Mettons par son frère de Jacques Langto. On se souviendra que dans le manifeste du FLQ, il dit le FLQ n'est pas un Robin des Bois des temps modernes. Robin des Bois, c'est un personnage mythique là, qui se cachait dans la forêt de Sherwood et qui allait faire des vols pour redonner ça aux pauvres. Donc, Langto, aujourd'hui, dit, ben, dans le fond, c'est un peu ironique parce que j'étais finalement un Robin des Bois. Il dit même un Arsène Lupin, qui est une autre figure du romantisme, donc un espèce de gentleman cambrioleur. Et si je peux vous donner... moi, je me demandais, bien, comment elle peut vous appeler Lucky Luke alors que vous ne lisez même pas Lucky Luke? Mais d'après moi, je ne vous ai pas vu plus jeune, mais elle dit que vous étiez quelqu'un de très énergique, un grand mince. Donc, c'est peut-être ça dans sa tête qu'elle avait une espèce elle avait le sens de la fabulation. Elle accolait comme ça des surnoms à des personnes. Alors, peut-être c'est comme ça que vous êtes devenu dans sa tête un Lucky Luke felkiste. Ben, tu sais, j'étais vraiment... Elle me fait passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne fait pas de politique. Mais, par exemple, la dernière fois que je l'ai vue, c'était... J'avais dit, je vais aller au cinéma Verdi. Il y avait un film de 3 heures sur la mort de Che Guevara. Ça s'appelait L'heure des brasiers. Et elle trouvait ça complètement débile que j'ai été voir un film de 3 heures sur la mort de Che Guevara. Mais moi, c'est des choses qui m'intéressaient à l'époque. Mais elle... ça n'a pas du tout le profil d'une militante. C'est pas quelqu'un qui aimait la politique. Elle avait même un... En tout cas, comment dire? On était à 100 milieux. Là, je pense qu'elle ne comprenait pas du tout nos intérêts. Et le portrait qu'elle fait de moi, c'est complètement loin de la réalité, en tout cas. Et c'est un livre qu'elle a fait. C'est un livre qu'elle a fait, vous savez, avec qui? Avec un journaliste de la Gazette, Johnson, qui a avoué dans une note qui avait écrit le livre en tant qu'amant et journaliste, amant de Carole Deveau. Alors, puis cet avocat-là était à Alliance Québec, financé par Ottawa. Alors, c'est pour ça que le livre, là, Toute ma vérité, il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans. C'est ça. Moi, à l'époque, j'avais dit ça ne vaut même pas la peine, on ne va pas pour répondre à chaque phrase. Mais d'ailleurs, elle a été boycottée au Salon du Livre quand ça a sorti. Et il y a beaucoup de librairies qui ne voulaient pas vendre son livre parce qu'ils disaient que c'était un livre de police. Alors, c'est complètement, comment dire ça, c'est pas sérieux comme livre sur le FLQ. Mais c'est vrai qu'il y avait du romantisme révolutionnaire. C'est vrai qu'on était exalté par les images de Che Guevara, par Marighella qui avait fait le manuel de la guérilla urbaine. C'est sûr qu'il y avait toutes des images comme ça. J'avoue que c'est du romantisme révolutionnaire. C'est propre à la jeunesse, à l'adolescence. Moi, j'avais 25 ans, il y en avait des plus jeunes. Et puis, c'était aussi l'esprit de l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. À l'heure de Trump, pour vous dire, on est à 100 000 lieues de ces pensées-là. Alors, je n'ai pas de regret d'avoir cru à l'époque avoir eu des rêves comme ça. Parce que c'est les seuls rêves qu'on a. Hein? C'est les rêves de jeunesse. Ça a été un rêve de jeunesse. Pierre Maheu a dit la grande erreur de notre génération, c'est d'avoir cru à la révolution pour demain. Peut-être, mais je veux dire, c'était comme ça à travers le monde. Il y en avait partout, là, à Berkeley, en France. Mais 68, c'était des rêves aussi. Le rêve d'une société non répressive et tout ça, c'était l'époque où on lisait Marcuse. Et quand vous lisez Marcuse, ben, c'est contre la société oppressive. Donc,
il y avait un vent de liberté qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y avait un vent aussi de solidarité. Aujourd'hui, on est dans une ère d'individualisme. Quand je vois actuellement les jeunes qui invoquent, qui ont le droit de s'habiller comme ils veulent, qui sont contre la loi 21, c'est comme si un pompier disait « Je ne veux pas me faire imposer un uniforme de pompier » ou un policier qui dit « Je refuse, ça me nuit, je veux m'habiller pas en policier, je veux m'habiller en civil. » Mais c'est complètement ridicule. Les droits individuels poussés à l'extrême, ça n'a pas de sens. Des fois, il y a des contraintes qui sont justifiées. On va justifier, on va exiger que, je ne sais pas moi, qu'un policier s'habille à un équipement, mais aussi qu'un prof ne s'expose pas avec ses allégeances politiques sur le front, tu sais, qui ne mettent pas de badge de ses partis politiques en classe, puis bon, c'est normal. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'individualisme. C'est comme si l'individu, il a tous les droits, y compris celui de s'habiller comme il veut, etc., puis pas se faire imposer rien par l'État. En tout cas, disons qu'on est dans une autre époque. Moi, c'est ça que je constate, comment on est vraiment passé à l'ère de l'individualisme là, depuis les années 80. Enfin, c'est un autre sujet, ça. Vous avez mentionné rapidement tantôt que, bon, vous n'avez pas été inquiété, vous n'avez pas été arrêté ou rien de ça. Mais si on revient sur la commission Cable, je veux dire, enfin, ce que vous avez vécu là, c'est quasiment pire qu'un procès parce que, comme vous avez mentionné tantôt, ça partait sur l'idée de voir quelle était l'action de la police. Puis finalement, de but en blanc, le discours a tourné sur qui étaient les gens du FLQ. Et donc, ça a mis beaucoup de gens, même Carole Deveau, elle aussi a semblé être complètement lessivée, même si elle avait des connivences. Bref, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, la commission, on était forcé d'y aller. Hein? C'était par un subpénal, on était obligé de se présenter. Et quand on est allé là, ils nous ont rencontrés à huis clos. Moi, je suis allé comme à quelques reprises à huis clos. Puis ils nous disaient toujours, on va vous poser des questions, mais les questions qu'on me posait, c'était sur les membres du FLQ. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais là, moi, je disais toujours, c'est une commission sur la police, ce n'est pas une commission sur les FLQ. Puis si je commence à parler d'un FLQiste, bien, nécessairement, là, on commence à s'attaquer. Je ne voulais pas impliquer ni moi-même ni d'autres. Alors, j'ai dit, je ne collaborerai pas avec vous. Alors, un jour, ils m'ont fait venir, je me souviens, là, je ne sais pas si je le raconte dans le livre, ils m'ont fait venir en disant, venez pas avec François Séguin. Parce que François Séguin et moi, on était à ce moment-là tous les deux membres du groupe En lutte. Il dit, le juge Keb dit, venez seul avec votre avocat, pas avec Séguin, juste avec votre avocat. Là, il nous a expliqué c'était quoi sa stratégie. Alors, il dit, ma stratégie, là, c'est difficile à suivre un peu. Il dit, les faux communiqués de Carole Deveau, d'où ils viennent? Selon le juge Keb, ça ne pouvait venir que de la maison où était détenu Cross. Il m'explique, le Keb, que quand ils ont arrêté Cross, il y avait sans doute des papiers du FLQ, ils les ont pris, puis ils les ont donnés à des indicateurs de police, qui les ont mis en circulation. Fait que la question qu'il me posait à moi, il dit, on va te poser juste une question à la commission Keb. Avec qui tu es allé prendre ce papier-là, puis tu es allé trafiquer le papier? Trafiquer le papier, ça veut dire enlever le mot « opération libération », le camoufler, puis mettre à la place blanc pour mettre d'autres opérations. En d'autres mots, avec qui? Moi, je savais que c'était avec François Séguin. Puis là, lui, il me dit, le juge Keb, la personne que tu vas nommer, là, ça va être un indicateur de police. Donc, est-ce que c'est Séguin ou Nigel Hammer? Quel des deux? Moi, je dis, je ne réponds pas à cette question-là. Parce que dans ma tête à moi, les deux, Nigel Hammer comme François Séguin, on était trois communistes et je me suis dit, ça ne se peut pas. C'est un piège. Il veut me faire dire quelque chose qui va avoir des conséquences sur un des trois camarades. Donc, je ne parlerai pas. Et là, il me dit, si tu ne parles pas, la prochaine fois, on va t'amener en public. Alors, en public, j'ai refusé de parler. Là, il était en furie. Là, il m'a dit, je te donne 15 jours, puis dans 15 jours, tu reviens ici. Et là, tu auras outrage au tribunal, c'est-à-dire 2 ans et demi de prison si tu ne réponds pas. Je n'ai pas répondu. Et quand je suis retourné devant ce public, ça, au palais de justice, la salle était remplie de militants politiques d'En lutte, du PCO, donc des gens, des communistes qui n'étaient pas d'accord avec Keb, qui lui était clairement un péquiste. Là, quand il me demande, voulez-vous répondre à la question?
faut dire que j'avais fait un texte et je l'avais fait signer par Séguin, comme quoi on expliquait pourquoi on ne parlerait pas à la commission. Parce qu'on a dit, moi j'avais dit, faites-nous un vrai procès où on pourra faire témoigner du monde, et là, je parlerai. Mais je ne parlerai pas dans le cadre d'une commission parce que je trouve que ça ne respecte pas mes droits. Alors là, le juge Keb, dans un état de fureur, a dit, j'en ai assez, le cycle a assez duré. Et là, il s'est senti obligé, il aurait dû m'envoyer en prison avec Séguin, parce qu'on avait signé tous les deux ce texte-là. Séguin, ça ne faisait pas son affaire de signer, mais il avait accepté. Donc, il aurait dû nous envoyer tous les deux en prison. Mais là, il me dit, je ne peux pas vous envoyer tous les deux en prison parce que la personne qui est à côté de vous, Séguin, travaille pour la police de Montréal. Et là, je me suis écrasé, j'ai perdu connaissance et tout ça. Et je ne le croyais pas à ce moment-là que, pour moi, c'était un camarade communiste. J'ai pensé que Keb voulait nous diviser et tout ça. Et ça a pris un certain temps avant que je vois bien que c'était la réalité. Mais tout ça, on était dans on ne savait pas, nous, où il s'en allait, juge Keb, vous comprenez? Et notre silence, mon silence à la commission, a eu pour effet qu'il a été obligé, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, Keb a été obligé de dire que François Séguin, qui était à mes côtés, travaillait. Et là, il a demandé dans la salle à son contrôleur, Émile Bisaillon, il a dit, Monsieur Bisaillon, venez ici. Il s'est approché, puis il a dit, n'est-il pas vrai que vous êtes le contrôleur de François Séguin? Et là, Bisaillon a dit, je refuse de parler, nous irons en Cour suprême. Et c'est allé en Cour suprême, et la Cour suprême a donné raison au policier Bisaillon contre le juge Keb, contre le commissaire Keb. Parce que dans la juridiction, comment ça marche au Canada, tout fonctionne sur la base de la délation. On n'a pas le droit, un juge, pas un juge, mais personne n'a le droit de révéler le nom d'un indicateur de police. Donc, le juge Keb n'avait pas le droit de révéler le nom de François Séguin. Et c'est comme ça que la commission Keb a fini en queue de poisson et c'est allé en Cour suprême. Et en Cour suprême, la cause qui est étudiée par les étudiants en droit à l'Université de Montréal, c'est Keb versus Bisaillon. Et il y a tout un plaidoyer pour montrer que les gens de la justice n'ont pas le droit de révéler les noms des indicateurs. Donc, Keb a perdu. Il a révélé Séguin, mais il a révélé que Séguin travaillait pour la police depuis 1972. On était rendu en 1980. Donc, pendant 8 ans, il me surveillait et il rapportait les informations à la police. Donc, j'ai eu Carole Deveau pendant 2 ans, puis Séguin pendant 8 ans. Donc, pendant 10 ans, la police savait, au fond, mes idées politiques et qu'est-ce que je faisais. Et en 80, ils m'ont dit, on met fin à 10 années d'écoute électronique, mais ça pourrait reprendre n'importe quand. Alors, c'est comme ça que j'ai vu l'ampleur de la surveillance. Tu sais. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Comprenez-vous bien oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les gens vont... si ce n'est pas clair, les gens vont continuer leurs enquêtes. En dernier point, vous l'avez dit tantôt, que vous reconnaissez que vous avez été séduit par une certaine image du romantisme révolutionnaire du FLQ. Maintenant, vous, comme tout le monde, vous condamnez le recours à l'action violente et, somme toute, vous considérez aujourd'hui qu'à la fois l'indépendance, c'est une plus grande justice. Donc, vous êtes toujours partisan de mener de front les deux causes qui n'ont pas toujours cheminé, disons, main dans la main. Oui, j'ai pris clairement position d'abord contre le terrorisme d'un groupe d'avant-garde. C'est sûr que si on était au bord d'une révolution, puis qu'il y avait des moyens violents, mais dans le cadre d'une action de masse, où là, c'est... Je ne suis pas un pacifiste. Par exemple, en France, quand il y a eu la résistance là, contre les Allemands, moi, j'ai arrêté du côté de prendre le fusil contre les Allemands. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des guerres justes puis il y a des guerres injustes. Les guerres de libération nationale, c'est des guerres justes. Bon, là-dessus, je n'ai pas un point de vue pacifiste, j'ai un point de vue peut-être plus réaliste. Maintenant, je suis contre le terrorisme individuel, un peu comme les actions anarchistes, poser des gestes isolés, comme ça, c'est clair que ça n'a aucune... Non seulement ce n'est pas pertinent, mais au plan humain, c'est complètement inutile. La vie humaine est plus importante que tout. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Et je suis toujours indépendantiste, et c'est clair qu'aujourd'hui, je me dis, l'indépendance, c'est un droit démocratique pour un peuple, pour une nation, et ça ne devrait pas être conditionnel à d'autres choses. En d'autres mots, il n'y a pas de condition à mettre. On est pour l'indépendance, oui ou non.
C'est un peu comme la liberté de presse. On n'est pas pour la liberté de presse à condition que ce soit des journaux de gauche. C'est-à-dire que quand tu n'es pas la liberté de presse, tu es pour toute la liberté. Quand tu es pour la liberté de parole, tu ne dis pas, mais à condition que tu tiennes des discours de gauche. C'est pour ça que la position de Québec solidaire, qui jusqu'à tout récemment disait on est pour l'indépendance, mais à condition que ça soit fait par un parti féministe, pacifiste ou je ne sais pas trop, d'autres conditions. À mon avis, dans une analyse que moi j'appellerais marxiste, les droits démocratiques, il n'y a pas de conditions à mettre à ça. On ne met pas de conditions pour la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de presse. C'est des droits démocratiques, comme le droit à l'autodétermination, le droit de décider un peuple par des voies, par des élections, de qu'est-ce qu'on veut comme constitution puis comme structure politique. C'est un droit démocratique. Donc, on ne met pas de conditions à ça. On ne dit pas à condition que ça soit fait par un parti social-démocrate ou plus à gauche ou socialiste. C'est pour ça que j'explique ma position dans la dernière partie du livre. Oui, je suis indépendantiste, mais sans condition. Et une fois que tu as un pays, ben là, la gauche, la droite, et la bataille va se faire normalement en tous ces courants-là. Mais il ne faut pas en faire une condition préalable. Et ça, c'est un point important. J'essaye de le défendre, de le mettre de l'avant. Donc, condamnation du terrorisme, oui. Indépendance, oui. Et je souhaite que ça se fasse par un parti qui va le plus dans le sens des intérêts des travailleurs. Mais je ne suis plus comme il y a 50 ans, à condition que ça soit dans un cadre révolutionnaire. Ça, je ne crois plus. Je ne crois plus que c'est possible de tenir une révolution à côté des États-Unis dans le contexte d'aujourd'hui. C'est bien évident. On n'est pas une colonie d'Amérique du Sud. On est plutôt un pays démocratique. Et je pense que c'est ça qu'on n'avait pas fait la juste part. On n'avait pas fait une analyse juste quand on avait cru que le Québec avait plus de moyens démocratiques. En 70, c'était une erreur de penser qu'il n'y avait plus de démocratie. C'est sûr qu'il y avait des lois antidémocratiques, comme la loi qui interdisait de manifester à Montréal, mais il ne faut pas charrier. Il y avait encore de la démocratie, il y avait encore des partis politiques, et ce n'était pas justifié, le terrorisme. Maintenant, est-ce que ça a causé un tort si grand que ça? Il y en a qui ont dit « Ah, ça a détruit le mouvement ouvrier, ça a nuit au PQ ». Je ne pense pas. Même le PQ, je pense, a profité de René Lévesque, qui a été assez intelligent pour se démarquer de la violence, se démarquer clairement de la violence, tout en disant que le parti politique qui avait mis de l'avant, le MSA, démocratique, était la solution démocratique à un problème grave. Donc, la crise, en étant très aiguë, elle a montré la gravité du problème et lui a montré que la seule solution, c'était donc la solution social-démocrate ou réformiste, enfin, dans le cadre du capitalisme. Donc, là-dessus, Lévesque a été tout à fait, comment dire ça, brillant d'avoir su tirer parti parce que ça aurait pu s'écrouler. Ils ont perdu des membres, mais très rapidement. En 1973, ils ont augmenté le pourcentage des voix, qui était à 23, c'est passé à 30 %. Puis en 1976, donc 6 ans après, ils ont eu 41 % des voix, puis ils sont fait élire. Donc, ça n'a pas été si catastrophique pour le Parti québécois. D'une part, c'est ça que je voulais dire, et ça n'a pas tué du tout le mouvement ouvrier, parce que jamais le mouvement ouvrier a été aussi uni. Il ne faut pas oublier qu'en 1972, c'est le front commun des 3 centrales syndicales pour le salaire minimum à 100 $ par semaine, réduire les écarts entre les plus riches et tout ça. Et ça a été une période où les discours se sont radicalisés dans le mouvement syndical. Hein, la FTQ qui voulait casser le système, ne comptons que sur nos propres moyens. Enfin, c'est tout été une période de radicalisation des discours et d'unité des centrales. Il ne faut pas oublier que les centrales syndicales, les chefs sont même fait emprisonner en 1972. Il y a eu des actions d'unité, même des actions d'unité des 3 centrales pour appuyer les prisonniers politiques puis dénoncer la loi des mesures de guerre. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas affaibli le mouvement ouvrier tant que ça en 71, 72 et jusqu'aux années plus tard. Bon, voilà un peu mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Il y a un document qui me revient quand j'étais jeune étudiant. Je l'ai eu, ce document-là. Ça s'intitulait tout bonnement « L'école au service de la classe ouvrière ».
De la classe dominante, oui. C'est Oui. effectivement c'était la CEQ. Donc, il y a eu une radicalisation. Puis le discours marxiste imprégnait un peu les gens qui travaillaient proches du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, on est pas mal éloigné de ça, mais durant cette période-là, aujourd'hui, on est plus près des mesures sociales réformistes dans le cadre de l'État-providence. Mais là, c'est fini, l'État-providence. Et là, on voit les reculs qu'il y a au niveau des services de l'État. C'est un recul incroyable dans tous les secteurs. Ben, c'est sûr qu'avec la mondialisation puis le néolibéralisme des années 80, ça a changé complètement le portrait. Mais je serais curieux d'entendre des étudiants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent quand on leur dit qu'on a pu rêver à une révolution dans les années 68, 70. On était des grands rêveurs peut-être, mais je ne sais pas s'ils trouvent que c'est pensable. Moi, mon fils qui a 46 ans, il me dit oh, comment vous avez pu penser ça? Il y en avait-tu beaucoup qui pensaient ça? Parce que tous ces groupes-là, là, dans les années 72, 75, les groupes en lutte, tout ça, ça demandait beaucoup d'argent. On donnait là des sommes, on y croyait. Pour dépenser son temps, son argent. C'était un projet de groupe, un projet collectif. Puis on pensait que ça faisait avancer le bien-être de la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas la meilleure façon. Mais est-ce qu'il y a un crime d'avoir cru à ces affaires-là, à ce moment-là? Je pense que non. C'est Bourgault qui disait toujours il faut s'accrocher à nos rêves de jeunesse. C'est les seuls qu'on a. Et moi, je suis content d'avoir eu ces pensées-là à ce moment-là. Puis je reconnais que c'était, comment dire ça, c'était pas réaliste. C'était un peu des chimères à croire à une société socialiste au Québec en 1970, à côté des États-Unis. Mais je crois que ça nous amenait plus près des mesures sociales. Ça nous amenait à un Québec qui était plus proche des intérêts des classes ouvrières, des travailleurs. Le FRAPP à Montréal, c'était ça. Le Front d'action politique des salariés de Montréal. Ça a pris du temps, mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Le RCM, qui est l'ancêtre, qui n'est pas l'ancêtre, mais le successeur du FRAPP, ben, ils ont été élus. Puis avec Jean Doré, ils ont apporté des réformes. Mais si on veut aboutir à des réformes, il faut qu'il y ait un mouvement. Il y a toujours un mouvement social, puis ça finit avec des mouvements de réforme, puis ça finit avec des lois progressistes. Mais pour qu'il y ait des lois progressistes au bout du processus, il faut qu'il y ait un mouvement. Prenez dans n'importe quelle histoire, le mouvement du taxi. Là, ce matin, je faisais une entrevue avec M. Warren qui vient d'écrire l'histoire du taxi. C'est un exemple d'industrie privée où ils n'ont jamais pu se syndiquer, ils n'ont jamais pu canaliser leur mécontentement dans une organisation. Mais ça n'a pas marché. Mais en général, quand il y a du mécontentement dans un groupe ou dans un secteur, ben, il y a des actions d'éclat, puis à un moment donné, ben, ça mène. Les actions d'éclat font, à un moment donné, font bouger les choses. Il y a des leaders qui s'en emparent, puis là, ben, ça devient une loi. Quand on regarde le processus, dans les années 70, on dénonçait, par exemple, les clubs de pêche pour les Américains. Ben, il a fallu qu'il y ait des actions violentes un peu pour brasser la cage, puis finalement, ils ont aboli et ils ont remplacé ça par les EC. On pourrait prendre plein d'exemples. Le mouvement contre les compagnies de finances qui volaient les ouvriers à des taux exorbitants. Bien, il a fallu, à un moment donné, toutes sortes de mouvements de protestation pour qu'en bout de piste, on interdise ces compagnies-là. La violence, c'est beau de dire ça, la violence en soi, mais quand tu es dans l'action concrète, quand tu fais bouger les choses, tu as l'impression que ça va faire avancer une situation qui va améliorer, une situation qui va être améliorée pour les travailleurs, ben, moi, je trouve pas que je me sens pas coupable d'avoir pensé comme ça. La vie est lente, mais l'espérance est violente. On peut peut-être prendre des tours de parole. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'échanger avec vous. Je vous demanderai d'ouvrir votre caméra et peut-être de lever la main. Je vais aller me chercher un verre d'eau, 30 secondes. Allez, pendant ce temps-là, je motive mes troupes. Monsieur Lemieux, vous avez sans doute des choses qui vous brûlent la langue. Jean-François, as-tu une question pour... Je vais laisser la place à des étudiants s'il y en a qui veulent s'exprimer, mais oui, j'ai une question. Bon, ben, casse la glace. Après, ben, il y a un jeune qui va peut-être... tu vas devenir un modèle. On va attendre que... Bon, je suis revenu. Bon.
Bonjour, M. Comeau. Merci beaucoup Bonjour. pour cet entretien. Merci beaucoup. Très intéressant, vraiment. C'est comme si on y était. Ben oui, j'apprécie la formule, au moins. Oui, oui. En fait, je vais avoir la prétention de répondre en partie à une question que vous avez posée pour les jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'environnement vraiment qui accapare toute l'attention des jeunes. Et j'aimerais, puisque c'est de vous dont on parle essentiellement aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. Une question comme ça, est-ce que vous pensez que l'action plus violente, disons, peut-être, disons, comment dire, je ne donnerai pas de détails, mais pourrait être justifiée pour la protection de l'environnement, qui est vraiment une urgence là, en ce moment, ou si les voies démocratiques habituelles seraient encore à préconiser, comme vous en avez fait le constat là, avec le recul là, dans les années 70? Ben, ça dépend. Si on dit les voies parlementaires, c'est sûr qu'il faut plus que ça. Il ne faut pas que la bataille soit juste au niveau électoral ou juste au Parlement. Mais organiser des manifs, sensibiliser, faire des actions de sensibilisation de la population, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Mais là, prendre un fusil puis faire d'autres choses, ça, c'est autre chose. Pour moi, je ne pense pas que c'est comme le FLQ, là, faire des enlèvements pour le climat, ça ne sera pas une solution. Mais organiser des manifs, comme il y en a eu, des très grosses manifs, ça joue, ça. Et c'est toujours le nombre qui joue. Ce n'est pas des petits groupes d'avant-garde ou ceux qui se prétendent. Tu sais, le FLQ, il se prétendait porte-parole pour toute la classe ouvrière, puis on était 35. Ça ne marche pas. Ce qui est bien plus important, c'est de travailler avec le monde, quitte à avoir un objectif moins élevé, mais au moins se battre avec plus de monde ensemble, travailler à l'unité. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Souvent, on pense, ils ne comprendront pas, nous autres, on le sait, puis on va y aller, mais travailler à écouter le point de vue des autres, puis accepter de travailler à ces actions. Moi, je pense que ceux qui ont organisé des grosses manifs là, pour le contre les changements climatiques, puis tout ça, c'est extraordinaire. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pas parlementaire, ça, c'est avant le Parlement. Puis protester devant le Parlement aussi, puis aller à des commissions parlementaires, tout ça. Mais il y a une action à faire dans la rue, à mon avis. Puis quand on est jeune, ben, vous le savez, vous avez été, quand il y a eu, en 2005, là, la grande grève contre les frais de scolarité, ben, ça a bougé. Mais il faut qu'il y ait une action de masse. C'est ça qui est important. Il faut impliquer plus de monde, quitte à ne pas poser trop de questions. Tout le monde, tous ceux qui veulent se battre pour une cause, ben, on ne regarde pas trop le reste. C'est s'entendre sur un objectif, puis travailler avec tout le monde. Là, aujourd'hui, il y a toutes sortes de sectarisme, puis tout le monde travaille en silo, les autres travaillent avec un groupe, les autres, si on ne pourra pas avancer, si tout le monde a chacun sa petite lutte, puis ne se met pas en commun. Il y a des choses qui sont communes actuellement. Tout se tient à un moment donné. Là. Les services sociaux qui sont coupés, c'est pas toutes des affaires séparées. Il y a une cause commune, donc il faut essayer de faire les liens entre tous ces groupes-là, puis pour être nombreux à manifester. Moi, je pense que c'est le nombre. Je ne serais plus pour des actions juste de petits groupes d'avant-garde. Là. Je me méfie de ça. Je n'ai fait des histoires. Là. J'étais dans des partis qui se prétendaient d'avant-garde, puis c'est se substituer au monde. T'sais. Et quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça nous fait réfléchir aussi. T'sais. Il faut être avec le monde. Il ne faut pas se penser une élite plus brillante. T'sais. Parce qu'à ce moment-là, le danger, c'est le populisme de l'autre côté. Les gens qui envoient promener toutes les élites et puis qui se lancent dans un populisme, c'est pas la solution, puis c'est même dangereux. En tout cas, je n'ai pas vu encore les derniers résultats aux États-Unis, mais c'est assez inquiétant, je trouve, le populisme actuellement. Mais il y a une explication à ça, c'est que les gens qui étaient, comme le Parti démocrate, qui avant étaient très proches des ouvriers, ils ont laissé tomber, puis finalement, ben, c'était les républicains qui sont allés chercher les ouvriers déclassés. T'sais. Le Parti démocrate, avant, c'était le parti des immigrants. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, pourquoi ils passent au Parti républicain? Il ne faut pas que... En tout cas, ça serait une autre analyse à faire, là, mais les clientèles électorales ne sont pas figées. Hein? Les gens, ils regardent qui défend leurs intérêts, puis ils vont en conséquence. Je ne dis pas que Trump défend leurs intérêts, mais prétend les défendre. Mm-hmm. Enfin.
Mais pour revenir à ta question, oui, des moyens plus radicaux que juste des déclarations au Parlement ou juste des lois. Mais pour qu'il y ait des lois au Parlement, il faut d'abord qu'il y ait une action dans la rue. Tu sais, quand il y a eu la question de la langue qui était épouvantable à l'époque, au moment du Bill 63, le gouvernement d'Union nationale voulait laisser le libre choix aux enfants de Saint-Léonard, là, les Italiens, d'aller à l'école anglaise. Il laissait le choix aux parents de l'école. Bien, il y a eu l'occupation de l'école, il y a eu des manifs, il y a eu des actions raides. Là. La police venait aussi, parce que même les étudiants avaient occupé l'école. C'était quand même des gestes assez violents, mais pas violents dans le sens de s'en prendre à tirer sur des personnes, là, mais organiser des actions avec un but, puis en l'expliquant, prendre beaucoup de temps pour les expliquer. Moi, je trouvais que c'est ça qui était le plus important, d'expliquer l'action. Pourquoi on fait ça, puis c'est quoi notre objectif. Pensez à toutes les batailles pour la langue. S'il y a eu la loi 101 en 1977, c'est parce qu'il y a eu pendant 10 ans le mouvement Québec français qui organisait des manifs avec les centrales syndicales. Il y avait plusieurs organismes qui se battaient en même temps. Donc, il y a eu des batailles. Si on veut avoir des résultats, bien, si on veut des lois, bien, il faut qu'avant, il y ait un mouvement social. Donc, je suis pour tous les mouvements sociaux les plus larges possibles. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est le climat, c'est des aspects bien importants, mais c'est aussi toute l'évolution actuelle là, du néolibéralisme qui amène à s'intéresser juste à son individualité, là, aux individus, puis qu'il n'y a plus de solidarité, le bien commun. Tu sais, pense moi, à la question de l'information, les grands médias, les GAFA, là, qui ne payent pas de taxes. Ça, c'est une injustice fiscale. Ça n'a pas de bon sens que ce soit les simples citoyens qui payent puis que les grosses compagnies ne payent pas. Donc, l'injustice fiscale, juste travailler sur ça, l'évasion, contre ceux qui font de l'évasion fiscale, bien, à mon avis, c'est aussi important parce que là, les gouvernements n'ont plus d'argent. Puis ça se trouve être les classes moyennes là, qui payent pour ça. Donc, il y a beaucoup de luttes. C'est sûr qu'il y a l'environnement, mais moi, la question de l'injustice fiscale, je trouve que c'est dégueulasse de voir comment les gouvernements là-dessus ne sont pas courageux. Tu sais. Ils se font élire, puis ils promettent de régler ça. Puis quand Steve Guilbeault a passé sa loi, il l'a passé la journée des élections américaines. Ça veut dire, regardez pas qu'est-ce que je fais, là, allez voir ailleurs. Tu sais. Quand tu passes ça la journée des élections, parce que tu sais que les spots ne seront pas sur toi cette journée-là. Tu sais. Alors, ça veut dire que la loi, la loi qui vient de passer, elle a des gros trous. Elle n'est pas très exigeante pour les GAFA. Là, pour les... Enfin, toi, tu dis que c'est le climat, un autre va dire c'est ça, mais il faut réussir à canaliser le plus de monde dans tout ça. Parce que ça ne va pas bien. Là. Si on regarde ce qu'il y a aux États-Unis, ça risque de nous arriver là, peut-être dans quelques années ici aussi, si on n'est pas vigilant. Je pense que j'ai répondu. Merci. Ça répondu? Oui, vous avez répondu. Juste précision, je me suis pas prononcé sur... enfin, je n'avais pas la prétention de me prononcer sur le fait que l'environnement est une urgence plus ou moins importante que la lutte des classes, que la lutte ouvrière. J'avais plus l'impression, au contact des jeunes, que c'est vraiment ça qui prend toute la scène en ce moment, au-delà de la lutte des classes, au-delà de la souveraineté qui, contrairement à ce que Landry disait, là, avec la mort des baby boomers, la souveraineté va remonter. J'ai l'impression qu'il s'est complètement fourvoyé. C'est le contraire qui se passe. Là. C'est tombé en désuétude. Mais bon, voilà, juste une petite précision. Là. Oui, l'environnement me tient à cœur. Mais moi, j'en ai vu beaucoup qui ont prévu la mort du mouvement souverainiste. En 82-83, Vallière sortait un livre en disant le référendum a échoué, c'est fini le nationalisme. J'ai gardé ce livre-là, ça m'a fait rire parce que quelques années après, ça a remonté en 95. Je suis d'accord avec toi que là, ça ne sera pas à court terme, ça c'est certain. Parce que le contexte a changé, la mondialisation a changé bien des choses. Mais je crois toujours que si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas faire d'autres choses. T'sais. Là, on se rend compte de plus en plus qu'on veut changer telle affaire. Ah, ben ça, je ne peux pas, c'est le fédéral qui n'a pas mis d'argent dans la santé. Ah, ça, je ne peux pas. Le pont Champlain, j'aurais voulu lui donner tel nom, mais là, c'est le fédéral qui décide. Dans toutes les affaires, c'est toujours, on n'est pas responsable. Quelque part, ça n'a pas de bon sens qu'on fonctionne comme ça. T'sais. À un moment donné, il va falloir qu'on dise, ben là, si on veut prendre les choses en main, il faudrait peut-être qu'on ait le pouvoir de faire des choses. Parce que là, on a beau échafauder des grands projets de socialisme, puis
je regarde le programme de Québec solidaire, mais si tu n'es pas un pays, tu peux pas. Si tu n'es pas un pays d'abord, tu ne pourras jamais voter quoi que ce soit là-dedans. Tu sais, le PQ a essayé de faire des affaires sur la loi 101, elle a été démolie par la Cour. La loi 21 qu'on vient de faire sur la laïcité, là, moi, je suis pour la laïcité, mais c'est sûr que d'ici 2-3 ans, là, le fédéral va réussir à dire que c'est pas conforme à telle chose. Tu sais, si on n'est pas... je pense qu'il faut être combatif puis pas démissionner même sur ce front-là. Je suis bien conscient que ce n'est pas le front qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. On est pas mal saturé des questions constitutionnelles, là, mais ça peut revenir au moment où tu t'y attends pas. En 1994, là, tout le monde disait que c'était fini, c'est fini. Puis en l'espace de 3 ans, le mouvement indépendantiste il est passé à 61 quand le PQ a pris le pouvoir, là, après l'échec de Meach. On n'avait jamais prévu ça, puis tout à coup, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Moi, je pense qu'en histoire, il ne faut pas faire des prévisions trop, parce qu'on est toujours surpris. On pense que ça va arriver par la porte d'en avant, puis ça arrive par la porte d'en arrière. Tu sais. Puis même dans les questions d'environnement, les questions de climat, les questions de... Sur tous ces sujets-là, même dans la santé, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on serait mieux organisé par nous-mêmes que se faire organiser par d'autres, tu sais, puis définir nous-mêmes nos priorités. Mais ça, moi, je n'essaie pas de penser là, que ça va arriver de mon vivant, là, mais quand tu regardes des pays comme l'Écosse, ça fait 300 ans, puis ils se battent encore pour avoir un parlement. Ils ont eu leur parlement il y a quelques années. Ça faisait 300 ans que le mouvement existe. Tu sais. Il faut apprendre à voir ça à long terme aussi. Tu sais, puis les Palestiniens qui continuent à se battre, on me dit, ils devraient comprendre là, qu'ils sont écrasés et que c'est fini, mais non, je pense que les peuples, ils veulent durer, puis ils veulent se donner des outils. Puis l'indépendance, ben, c'est avoir son code d'outils, c'est avoir ses outils, ses moyens. Quand tu votes pas tes lois, quand tu votes pas tes taxes, quand tu décides pas avec qui tu veux des relations, ben, tu n'es pas indépendant. T'sais. Ça, c'est comme pour un individu. Toute la théorie de Séguin, c'est de montrer que autant pour un individu, être autonome, c'est la source du développement. C'est quand tu agis par toi-même que tu développes des compétences, que tu développes l'expérience. Mais si c'est toujours les autres qui décident à ta place, tu ne développes pas de compétences. C'est la même chose pour un peuple. C'est toujours Ottawa qui décide pour nous autres. On n'en développera pas d'expérience. On n'en aura pas des compétences. Il faut le faire. Donc, c'est d'être autonome, c'est d'être indépendant. Séguin, il employait le mot l'agir par soi collectif. Pour un peuple, agir par lui-même, c'est la source de son développement, c'est la condition de son développement. Enfin, je ne veux pas te faire un cours, là, mais il faut lire Maurice Séguin. Là, tu vois, là, j'ai décidé de m'impliquer à la Fondation Maurice Séguin pour faire des brochures pour expliquer la théorie. Puis malheureusement, le PQ, ils n'ont jamais étudié Séguin. Ils sont encore avec la pensée de Chanoine Groulx. Moi, je pense que s'il avait lu un peu plus Séguin, il aurait vu l'histoire du Québec autrement. En tout cas, c'est une de mes prétentions. Là. Je vais essayer de prouver ça dans mes prochains 25 ans. Merci. Monsieur Faulkner. Oui, je voudrais remercier M. Comeau pour son exposé. Pour faire le lien avec la question de Jean-François. Êtes-vous Marcel Faulkner? Oui, oui. Ah, c'est vous? J'ai lu votre livre, OK. Oui. Ben, je n'avais pas mis votre visage parce qu'il n'y a pas de photo sur le livre. Non, je ne suis pas photogénique. Je voudrais enchaîner sur ce que vous disiez par rapport à l'environnement en mettant ça en lien avec la pandémie. Sans être prophète de malheur, là, j'ai l'impression que la donne va changer énormément dans les prochaines années à cause de la pandémie et des déficits budgétaires des gouvernements. La dette du gouvernement fédéral a explosé. Là. On est rendu dans les 300 quelques milliards. Il va falloir que ça se rembourse un jour. Et le prochain discours dominant qu'on va attendre, on va revenir au discours des années 80 du néolibéralisme, à savoir l'austérité, la coupure dans les services. Et en lien avec l'environnement, on sait que si on voudrait progresser pour la protection de l'environnement, ça prendrait des investissements massifs au moment où on va devoir rembourser une dette qui est énorme. Il va y avoir une contradiction là,
de promo va venir laminer à peu près tout ce qu'on peut penser comme revendication au plan social, y compris dans les services sociaux que je connais très bien, là, pour des raisons personnelles. Bref, on ne s'en va pas vers le mieux, à mon sens. Au contraire. Et il faut s'attendre les prochaines années, vraiment. Ben, ce ne sera pas un renversement du discours parce qu'on n'est pas sorti du discours néolibéral, mais à son renforcement à cause des dettes publiques, pas seulement au Canada, mais partout dans les pays avancés. Je vous remercie, M. Poucomont, encore une fois. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Ben, je ne sais pas comment ça va aller, mais je vous ai écouté, là, mais je n'ai pas une opinion aussi claire parce qu'il peut se développer plein d'autres mouvements de protestation qui peuvent prendre d'autres formes d'ici là. Je vous laisse aller. Allez-y. Alain. Bien, écoutez, j'ai juste peur que le Zoom nous abandonne. Là, on a pas mal utilisé notre temps. Je vous remercie encore infiniment pour cet exposé. Je pense que ça a quand même jeté des lumières et posé des questions. Votre livre, Mon Octobre 70, évidemment, je le conseille à tout le monde. On va l'acquérir à la bibliothèque, donc les gens auront la chance de pouvoir l'emprunter. Je dis juste avant de quitter que demain, justement, nous aurons un panel sur les 6 millions de prisonniers politiques, qui était l'expression qu'on utilisait pour les fameux, les gens qui n'étaient pas dans le FFLQ et qui sont ramassés en prison. Donc, M. Marcel Faulkner va nous parler de son livre, son expérience d'ex-felkiste et la notion d'engagement, justement. Jean-Philippe Warren, avec qui vous étiez ce matin, va aussi partager avec nous, il a écrit un livre notamment sur la question des prisonniers politiques. Il a beaucoup creusé la question nationale et de cette période tourmentée. Et Karl Leblanc, le cinéaste qui a réalisé 2 documentaires sur les victimes, donc on parle des prisonniers politiques, et les victimes, c'est-à-dire les 2 détenus qu'ont été M. Cross et M. Laporte. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée à tous. Et la conférence va aussi être enregistrée, donc vous pourrez éventuellement la réécouter si vous en avez l'occasion et le goût. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de vous rejoindre comme ça. C'est une bonne initiative. Bonne chance. Merci encore, là, et on continue le combat. Bonne journée. Oui, peut-être une dernière petite chose. S'il y en a qui veulent me donner des commentaires sur le livre, la meilleure façon, c'est avec mon adresse courriel que je peux vous donner, c'est como.robert@videotron.ca. Alors, s'il y en a qui ont des commentaires sur le livre, ça me ferait plaisir de communiquer parce que là, j'en reçois beaucoup, mais il faut me rappeler dans quel contexte, quand vous avez entendu parler, vous m'avez entendu parler, des fois, je suis pas capable de vous replacer, mais ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Excellente initiative. Merci. Hein? Vous serez pédagogue jusqu'à la fin. Bonne journée encore une fois, tout le monde. Merci.